Ça correspond à telle rémunération et à tel profil professionnel et même académique. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais regardez, dans les entreprises, par exemple, allez par exemple dans le secteur privé à Douala, vous verrez une entreprise qui fait beaucoup de revenus, qui fait beaucoup de bénéfices, mais qui emploie à peine 5 personnes. Mais le reste, c'est quoi? C'est l'emploi temporaire, c'est-à-dire vous venez là le matin, on regarde votre tête, on dit ok, bon, vous, entrez, et autres là, à la fin de la journée, on vous donne 1000 francs ou 1500 francs. C'est ça à quoi les Camerounais sont soumis aujourd'hui. Pourquoi ne pas réviser ce code de travail là depuis vraiment la révision d'une loi? Je ne sais pas s'il faut attendre le retour du petit Jésus, comme on l'appelle souvent, pour venir réviser ce code du travail là. Mais essayons de le réviser. On essaie de trouver des mesures vraiment, des mesures palliatives. Mais elles ne sont pas efficaces. Elles ne sont pas efficaces. C'est-à-dire, on prend des mesures conjoncturelles face aux problèmes structurels. C'est un réel problème dans notre pays. Parce que c'est là où il faut, par exemple, je prends pour emprunter au jargon médical, là où il faut peut-être amputer une jambe, vous passez plutôt du temps à mettre du mercurochrome sur une plaie et autres là, mais vous n'êtes pas en train de résoudre le problème. Vous n'êtes pas en train de le résoudre. Moi, c'est comme ça que je peux caricaturer la situation du travail au Cameroun de nos jours et les différentes mesures gouvernementales qui sont prises. À l'époque, on se gargarisait d'un SMIC à 36 000 francs. Oui. Je ne sais pas si aujourd'hui, tout récemment, il y a des réajustements avec 45 000 et 60 000 et autres là. Vraiment, tout ça, on se perd un tout petit peu. Et dites-nous, le niveau de vie est assez élevé dans notre pays. Oui. Le niveau de vie est assez élevé. Nous sommes dans un contexte où, vraiment, avoir une chambre à Yaoundé, ce ne reste qu'une chambre. C'est pas moins de 15 000 francs. Une chambre. Quelle chambre vous dites? Mais je parle d'une chambre. Voilà. Non, pas là, c'est pas vrai. Quel genre de chambre à 15 000? Mais justement. Donc, voyez-vous. Attendez. Hein? Même dans les cités universitaires, 15 000, on ne peut pas trouver. On ne peut pas. On ne peut pas. Le niveau de vie est assez élevé. Non, vous allez au marché. Ça veut dire que quand vous donnez 45 000 francs à un individu aujourd'hui, comme revenu de base, qu'est-ce qu'on a mis à côté? Quelles sont les mesures d'accompagnement? 45 000 francs, ça se consomme, je crois, en une journée. Oui. Si vous payez, prenons un cas simple, vous avez une chambre à 20 000 francs que vous payez. Pour ne prendre que ce cas-là, votre transport pour venir au travail pendant les 26, 24 jours, 25 jours. Le taxi aujourd'hui, bon, mais comme on laisse libre quoi à la négociation, mais quand vous ne proposez pas, c'est 300 francs en journée et 350 francs la nuit. Vous calculez aller-retour. Et vous devez avoir peut-être un bout de pain que vous prenez. Entre-temps, si vous avez femme et enfant, vous les gérez comment? C'est-à-dire, vraiment, soyons sérieux. Soyons sérieux. Le Cameroun a nous ne sommes pas un pays pauvre. Je suis désolé de le dire. On a des potentialités qu'on peut transformer en richesse. On a des potentialités qu'on peut transformer en richesse. Et pour que tout le monde, pour que tout un chacun puisse se sentir à l'aise, véritablement. Mais on n'a pas l'impression qu'il y a cette volonté-là. Ceux qui gèrent des affaires, ils sont dans leur confort, dans les zones de confort, en oubliant la réalité du terrain. Parce que, ça, mais soyons sérieux, on vous donne 45 000 francs, même si c'est 60 000 francs le mois. Ça résout quel problème? Sérieux. Les problèmes existentiels. Aujourd'hui, les coûts de communication, l'eau coûte comme l'électricité, les coûts de votre fonctionnement au quotidien. Les médicaments, quand vous allez à l'hôpital qui est assez agressif. Oui. Parce qu'on commence par là, c'est-à-dire quand vous n'avez pas, dès la réception, dès l'accueil là, il faut déjà payer l'étiquette de session. Si vous n'avez pas ça, on ne vous regarde même pas. Ce n'est pas les ordonnances qu'on commence dans les hôpitaux. L'hôpital est agressif. Pour ne prendre que ces petits exemples-là. Vous allez au marché aujourd'hui, un régime de plantain, vous allez le trouver à combien? Vous allez le prendre à combien? Vous allez le prendre à combien? Non, vraiment, soyons un peu sérieux. Soyons sérieux. On parle du travail décent. Quel travail décent voulons-nous? Quel travail décent? Avec ces salaires de catéchistes et des conditions de travail qui ne sont même pas, beaucoup ne sont pas fidèles à la CNPS. Beaucoup. Certains sont là dans la fonction publique. Ils sont recrutés par des manœuvres, on ne sait trop comment, peu orthodoxes, mais ils sont là. Ils gagnent combien? Ils gagnent combien? Donc voilà autant de problèmes, vraiment.
si le travail décent, ça a un certain nombre de... C'est un ensemble de mesures qu'il faut mettre en place pour qu'on parle véritablement d'un travail décent. Le ministre, il est dans son rôle, il salue le dynamisme, l'engouement, l'engagement et autres. Mais il faudra donc que cette volonté qui manifeste puisse se traduire concrètement sur le terrain par des faits réels à travers une amélioration substantielle des conditions de vie des travailleurs. Parce que d'année en année, on dit, oh, il faut nous améliorer les conditions de vie. Non, vraiment. C'est pas parce que le SMIC passe de 36 000 à 40 000 euros, on n'a pas avancé. Hein. On n'a pas avancé. D'accord. Alors, le Poutassier, quel est votre regard critique sur l'environnement des travailleurs des secteurs publics, et parapublics et privés, voire privatisés? Je vais parler des chiffres. Oui. De l'INS. L'Institut national de la statistique. Ouais. Les chiffres sont sans recours. Hein. 65% de travailleurs en état de sous-emploi. 65%. Si on va plus loin, on nous dit 6,1% de chômeurs. Ça, c'est officiel. Oui. Faisons quelques petites réflexions là-dessus. 65% de sous-emploi signifie quoi en réalité? Cela signifie que les Camerounais à capacité reconnue travaillent toujours en deçà de ce pourquoi ils ont été formés, éduqués, préparés. En termes plus simples, ils travaillent toujours en deçà de ce pourquoi ils sont investis. Donc ils vivent en deçà de leurs attentes et de leurs aspirations. Et c'est ça qui crée le bonheur de l'homme, l'épanouissement, parce que tu atteins tes objectifs. Ça veut dire que 65% de Camerounais sont des déçus. Je ne sais pas si on se comprend. Absolument. Ils sont déçus. Et vous savez que ça, c'est des chiffres qu'on y va avec démocratie, pour ne pas heurter. Parce que si vous tirez trop sur la corde, vous pouvez voir qu'on va aller très loin. Je ne sais pas si on se comprend. Ce sont les chiffres que l'État est derrière, 65% des déçus. Vous voyez, tout à l'heure, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit. D'ailleurs, il est en train d'expliciter les 65%. Si vous regardez bien, si tu regardes bien, tu vas voir que, toi qui es journaliste, tout à l'heure, mon cher ami parlait des enfants qui sont payés à 45 000. Il y a des journaux aussi, les journalistes qui n'ont pas de salaire à la fin du mois. Non mais attends, peut-être que vous n'avez pas compris, mon cher frère. Ils n'ont pas de salaire à la fin du mois. C'est un ancien journaliste, hein, et il doit certainement. Il doit le savoir. Je le suis toujours. Au moment où on le payait, non, on le payait. Sauf que j'ai changé d'axe d'intervention. À l'époque, j'étais employé, maintenant je suis employé. Voilà, bon, ça veut dire qu'il ne paye pas cet employé. Parce que ça la donne au Cameroun. Vous voyez, c'est un métier noble, le journalisme, Serge. Comment par ma propre chapelle. Il n'y a pas de meilleur métier au monde que d'être journaliste. Et on est journaliste, un jour journaliste pour toujours, comme il le dit. Exact. Mais vous allez vous rendre compte que c'est le milieu le plus clochardisé de ce pays. Le milieu le plus caporalisé. Vous avez l'impression, et moi ça m'étonne. Et vous allez suivre dans les personnes, on va dire que oh, les journalistes sont des journaleux. Oh, vous le traitez comment? Ils sont préparés à ça. N'en parlons plus, le policier est venu mettre maintenant sa main à l'intérieur. Je ne veux pas qualifier cette main-là. Pour tenir la profession en coupe réglée. Au point où je vais parler, on dit, regardez, on les connaît ces gens-là, et ils sont comme ça. Je dis, ils ne sont pas payés. Je n'ai pas dit qu'ils sont sous-payés. Donc vous voyez. Ils ont perdu la notion de salaire. C'est une bonne conclusion. C'est-à-dire, vous voyez les journalistes qui sont le matin, et comme mon ami Biko, il est bien tiré à cravate, mais quand ils sont de la maison, ils disent, comment je vais pour arriver à Siantou, on paye. Mais c'est extraordinaire. Et à la fin de la journée, il faut que... Bon, et puis on va dire que les journalistes, quand vous allez faire couverture, on vous donne 5 000, vous prenez, vous faites la réflexion, à la maison, vous donnez 3 500 à madame. Je ne vais pas qualifier. C'était terrible. Bon, c'est ça le problème taxi. Mon frère taxi, est-ce que c'est lorsque vous êtes en train de pour la couverture il ne vous paye pas. Les 5 000 francs, quand même qu'on le veut ou pas, influent sur votre capacité de réflexion et de détachement par rapport à la réalité. Est-ce que c'est voulu ou pas? Mais je dis c'est voulu. Deuxième chose, si vous regardez bien, les pouvoirs publics ont abandonné les Camerounais à leur triste sort en ce qui concerne la notion d'emploi. Tu as parlé du code de 92, ah oui. Dans quel pays on va négocier
avec le patron. Cela se fait dans les multinationales au degré exorbitant où ils ont des salaires faramineux. On est en termes de millions, on dit que bon, comme nous on ne peut pas entrer dans vos histoires assez élevées là, allez vous entendre. Vous avez un jeune homme qui sort de l'ESTIC, il tombe devant un BP, il dit voici mon diplôme, on dit que bon, il faut être. Mais l'État l'abandonne. Pourquoi on l'a formé? Est-ce qu'on se rend compte de l'investissement que les parents mettent pour qu'un enfant sorte par exemple au bout pour être journaliste? L'État se rend-il compte de ça? Pour l'abandonner à lui-même au bout de la chaîne? Non, mais je crois qu'à ce moment, bon, le ministre a parlé de travailleurs résilients. Et notre mot est venu, ça me choque. Résilience et travail décent. Oui, Deux points agir ensemble au sein du monde du travail pour améliorer les conditions de vie et l'inclusion sociale. Le mot qui m'intéresse, ce qui m'a choqué, c'est inclusion. Et pourquoi? Le Cameroun est fragmenté. La fragmentation sociale. Oui, fragmenté. C'est-à-dire, vous avez un grand gouffre, l'abîme, qui sépare un camp et l'autre. Les riches et les pauvres. Tanga Nord, Tanga Sud. Les petits et les grands. Les riches et les Ça pauvres. ne se voit pas, ou bien vous voulez dire que ça ne se voit pas. Vous regardez comme ça, nous sommes dans le même monde. Mais ils ne sont pas gelés. Et d'autre côté, là, on vous dit travail décent, inclusion. Alors que les autres Des termes savants. Mais oui, les autres tirent le diable par la fesse. Ça veut dire que c'est de jour en jour. Vous dites demain est arrivé, quand vous trouvez le pain d'aujourd'hui, vous dites merci Seigneur. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Cela peut paraître banal, mais c'est une réalité. J'ai les chiffres de l'UNSD dit 65% sont dans la précarité. Si vous allez à Douala ou à ici, de regarder ceux qui font du Benskin, les motos dans la rue, là, vous allez être éberlué. Par quoi? Par le niveau spirituel. Donc le parent s'est échiné à envoyer un enfant à l'école. Comme les Camerounais sont si savants, ils envoient les enfants à l'école, 7 ans, 20 ans, ils sont au bout de la chaîne, il a une licence, il a un master, d'autres ont déjà doctorat qui chôment. Ils sont là au bout de la chaîne, on dit, il rentre encore à la maison, le père se bat, il prend l'argent, 700 000, une moto, il est déçu. Est-ce qu'une société pareille peut être une société inclusive? Est-ce que nous avons les mêmes ambitions, les mêmes visions de ce qu'on appelle la République? Voici la thématique qui devait intéresser le ministre quand il nous parle. Ça, c'est le secteur. Savoir que bon, le secteur des motos taximètres, aujourd'hui, on les reconnaît déjà que ce sont des travailleurs au Cameroun. Nous sommes d'accord. Oui. Ils sont des chauffeurs. Là. Mais quelle est la visibilité donc que vous donnez aux motos taximètres en tant que travailleurs? Bon, on dit à la CNPS, vous pouvez aller, vous pouvez... Mais attendez, c'est trop de contorsion. Et je pense que si on ne fait pas d'attention dans ce pays, il y a deux secteurs qui vont nous créer des problèmes demain. Lesquels en l'occurrence? Le secteur du foncier et le secteur du travail. Il y a des Camerounais tellement diplômés, mais qui sont à l'abandon, au bas aussi de la route. Comme il y a tellement de Camerounais qui ne rêvent qu'à avoir le pain de terme, ils n'arrivent pas à en avoir. Dans leur propre pays. Et je trouve que c'est un problème sérieux, sur lequel l'État devait s'y pencher, Serge. Reprenons les 6% de chômeurs. Donc ça veut dire qu'au Cameroun, quand vous regardez sur 100 Camerounais, il y a 6 qui ne font rien. Alors là, est-ce que c'est en ville qu'on peut dire ça ou c'est en village? Bon, on va dire que c'est un chiffre global. Bon, sur les 6% là, ils ont les taux dans quel secteur? C'est dans les marchés. Secteur formel, informel? Non, mais tout le monde dans l'informel, bien sûr qu'on a global. Bon, si on regarde le secteur au Cameroun, ça veut dire que 80% des Camerounais sont dans l'informel. Oui. C'est un sous-emploi dont on se disait tout à l'heure. En effet. Il y a des gens qui le matin, vous voyez, ils sont là, il est bien parfumé, mais il s'en va devant les ministères pour attacher les gens. Pour dire, tu veux signer quel diplôme, tu veux faire quoi, tu veux, viens, je vais le faire pour toi. Nous, là, au niveau du palais des justices. Oui, bien sûr. Et ça se fait au vu, au su de tout le monde. Donc il y a tellement de choses que l'État a laissé faire. Il y a tellement de serpents que l'administration nous met dans les poubelles. Mais quand ils vont en sortir de là, ça va être complexe. Oui, travail décent, monsieur le ministre, nous sommes d'accord. Travail inclusif, oui, nous sommes d'accord, mais où en sommes-nous? Je pense qu'il faudrait que parfois on fasse un petit bilan. Pour comme on fait tout à l'heure le travail de discours politique. En France, vous voyez, on fait le bilan, il y a tel nombre de chômeurs, tel mois, il y a eu tel nombre de chômeurs. Mais qu'on en fasse un bilan. Bon, depuis que vous êtes là, les Camerounais, nous avons sorti au bout de la chaîne 10 000 licenciés, 20 000 docteurs, j'ai dit des bêtises comme ça.
mais on peut dire quand même qu'on a résorbé tellement, on ne le dit jamais. Il y a combien de chômeurs au Cameroun? Dans un pays comme la France, les chômeurs qualifiés perçoivent quelque chose à la fin du mois, je pense. Mais chez nous, qui est chômeur, qui ne l'est pas? Est-ce qu'aller à l'école, où c'est l'État qui pousse les jeunes à aller à l'école, on va à l'école pour faire quoi à la fin? On fait quoi à l'école? Quand je me chine à envoyer mon enfant à l'école, je l'envoie pourquoi? Finalement, à quoi sert l'école? Il faut qu'on y soit. Soit l'État adapte vite l'école pour l'association des jeunes gens, pour qu'ils soient actifs. Le Nigeria aujourd'hui presque 200 millions d'habitants, mais il y a très peu de chômeurs par rapport au Cameroun, au Nigeria. Parce que son système éducatif est orienté à résorber la masse. Un enfant sort, il peut déjà commencer à faire chemistry, comme ils disent là, avec les poudres, le savon poudre que nous achetons ça là. Mais oui. L'auto-emploi. Mais bien sûr. Avec une formation en amont qui est appropriée et qui est produite sur le terrain. Mais chez nous, on est dans la formation théorique. J'ai étudié, moi je suis littéraire, je discute biologie avec les enfants de la médecine, ici à HU. Je dis en génétique, non, je ne dis pas comme ça, c'est plutôt comme ça. Mais toutes ces connaissances-là me servent à quoi? On me dit, on peut vous intégrer, mais ça produit quoi en fait? Donc quand on parle de réformer le système éducatif, qui va impacter le marché de l'emploi, on ne va pas nous comprendre. On nous a dit la fois dernière, c'est les LMD. Système LMD. Licence master doctorat. Quand vous voyez notre enfant sortir, quelque chose a changé? 15 ans après, quelle année l'évaluation? Qu'est-ce qui a changé? On a fait un débat là-dessus il y a quelques mois avec Alain Masoka. Bon, peut-être j'ai dit une bêtise. Christophe Minko, ministre de l'enseignement supérieur. On vous a dit ça. Ça a changé? Ça a influencé le Ça système. a fondamentalement changé. Au regard On a appris. L'évaluation critique faite. Je vais vous dire une chose, ça va vous expliquer. On regardait au master dans un centre que je connais. Les enfants arrivés en master ne savaient pas faire un CV. Chose curieuse. J'en veux pas, c'est le système qui veut que ce soit comme ça. Qui ne savent pas rédiger un CV au master. Oui, mais est-ce qu'il y a un module de formation? Mais la question est là. La rédaction du La bonne question est là. Affronter le milieu professionnel. La bonne question est là. Il ne sait pas. Mais la faute à qui? Je vais en vouloir là. Il ne sait pas. Une année de motivation. Il ne sait pas. Ça veut dire qu'en réalité, l'État ne forme pas les enfants pour arriver à être compétitif sur le marché de l'emploi. Il les forme comme s'il devait les employer lui-même. Or, et c'est tout qu'il ne peut plus employer, oui, on les laisse comme ça. Dans un monde globalisé, où un enfant peut être formé ici, trouver un travail au Gabon, au Tchad, étant sur place, par sa compétence, par sa manière de se vendre, etc. Donc ça, c'est des secteurs qui devaient intéresser le ministre, parce qu'aujourd'hui, quand on le veut, tous les différents ministères sont des ministères transversaux dans leurs compétences, de leur attribution. Chacun ne pas dans son domaine, il vient nous dire un discours comme ça. Ça doit être un tout. Pour que l'équipe gouvernementale dans leur approche soit plus intéressante, à suivre que bon, voilà, on a fait ça. Donc vraiment, pour ce premier jet, je trouve que c'est assez rébarbatif. On ne va pas, nous sommes résilients, le ministre a dit oui, nous le sommes. Nous souffrons, nous pleurons, mais nous regardons. Alors, comment en est-on arrivé là? Oui, mais à la situation où les conditions de vie sont exécrables, de manière à ne pas pouvoir garantir l'ensemble des modes de subsistance quotidienne en termes de santé, d'alimentation, de logement, en termes de scolarisation, en termes de bien-être. Comment en est-on arrivé là, plusieurs années après? Oui, il faut dire que c'est un manque de programmation, un manque de vision. En fait, nous nous rendons compte que on fait des discours alors de la vision du président de la République, des simples slogans. C'est-à-dire que ses collaborateurs n'arrivent pas à implémenter directement cette vision. Bon. Et tout à l'heure, vous avez parlé de l'école. À quoi, permettez-moi que c'est l'école? Faire une régression. Disons que nous n'avons pas jeté de l'opprobre sur l'école, parce que l'école nous amène à pouvoir nous socialiser, c'est-à-dire ça nous apprend de bonnes habitudes. Vous savez qu'un être éduqué et formé, il a un comportement différent au sein de la société. Il sait comment se comporter, il maîtrise les lois et règlements de la République, il sait comment, c'est-à-dire il a acquis le savoir-être et le savoir-faire. Bon, maintenant, il faudra tout simplement qu'on mette en place un mécanisme, un réceptacle, pour que ceux qui sont formés pour un savoir-faire, par exemple, qui puissent
être mieux encadré. Mieux encadré. Mais on n'a pas l'impression qu'il y a vraiment cette synergie d'action entre le monde professionnel et le monde de l'emploi. Moi, il y a un secteur que j'aime particulièrement, le secteur de la santé, que je suis particulièrement, et je me demande souvent, je pose la question de savoir pourquoi est-ce que la politique qui est mise sur pied de ce côté. Parce que regardez ce qui se passe avec, par exemple, les infirmiers diplômés d'État, les IDE. Chaque année, il y a des centaines qui sortent des écoles. Mais ces jeunes deviennent quoi après? Nous qui sommes des consommateurs des produits et services des formations sanitaires, nous nous rendons compte de la mauvaise qualité du service, du déficit de personnel qu'il y a là-bas. Parce que le fait qu'il n'y ait pas assez de personnel, on est obligé de vous offrir un type de service. Un type de service. Mais vous avez maintenant des stagiaires, c'est-à-dire plein d'hôpitaux, non que des stagiaires. Donc, c'est-à-dire des personnels sans statut fixe. Et ces personnes, au bout d'un temps, bon, sont reversées au quartier. Et lorsque on venait même à les employer, on lance un concours, on prend, vous mettez sur le marché de l'emploi 100 000, 1000 personnels formés, vous lancez un concours, vous prenez à peine 25 ou 20. Attendez un peu. Vous formez donc pourquoi? Vous formez pourquoi? Résultat de course, ces jeunes qui sont formés, ils font les tours des cliniques où ils perçoivent les 10 000 francs de salaire. Monsieur le ministre du Travail, sachez-le, il y a des gens qui sont les personnels de santé à qui on donne comme motivation mensuelle 10 000 francs. Alors que ce personnel, même s'il n'est pas personnel permanent, il rend service, il comble un vide qui est là. Mais on lui dit, à la fin du mois, on lui donne 10 000 francs. Cet interpersonnel, quel rendement voulez-vous de lui? Quel rendement? Beaucoup, à force d'être exploités dans les formations sanitaires, ils sont obligés d'abandonner, ils sortent du circuit, ils se retrouvent dans les marchés en train de vendre les pommes, en train de vendre ceci, ils se livrent dans les activités commerciales, c'est-à-dire ils sortent carrément. Voilà une ressource humaine qu'on a formée et qu'on laisse dans la rue. Alors qu'entre-temps, il y a un problème. On dit qu'il devait avoir une adéquation entre formation et emploi. Mais on n'a pas cette impression-là. Parce qu'avant de lancer, on multiplie seulement les écoles de formation, parce qu'apparemment ça génère beaucoup d'argent. Il suffit qu'on ait de bonnes relations, on sollicite un agrément et on forme. Ça génère visiblement beaucoup d'argent. Mais au bout du compte, on forme quoi? On forme quoi? Quelle est la politique? Autant on peut s'interroger sur le secteur privé, autant on peut également s'interroger sur la fonction publique. De ce côté-là, on recrute pourquoi? Moi, je poserai cette question. Parce que vous verrez, dans la fonction publique, moi, je vais vous prendre une expérience personnelle. J'étais à l'époque stagiaire dans un département ministériel, je voudrais taire le nom. J'avais déjà passé 2 années comme stagiaire, étant déjà formé, sorti de l'école. Bien évidemment, j'étais à la cellule de communication. J'ai sollicité, vu le travail que j'abattais, qui était très apprécié, on a demandé à les gens, le personnel, allez voir tel responsable pour qu'il vous donne au moins ce statut de temporaire. Le statut de temporaire. À l'époque, je n'avais que le BTS parce que je n'avais pas encore fini mon cycle académique au niveau de l'université de Douala. Vous voyez-vous, je suis donc là. Je peux voir le responsable en question, qui est au responsable du département ministériel, qui recrutait justement les temporaires. À la deuxième, je le vois, je pose mon problème. Je lui présente vraiment tout ce que j'entendais faire, ce que j'ai déjà eu à faire et autres. Là. Il dit vraiment, vous savez, l'État ne recrute plus. Ce que vous pouvez faire, ce qu'on peut faire, on vous accorde encore 6 mois de stage. Et après avoir passé 2 années déjà. Entre-temps, c'est-à-dire 1 semaine après, on publie une liste de 50 temporaires recrutés. Et sur les 50 temporaires recrutés, le niveau CEP commençait à partir du 16e nom. Oui. Le niveau CEP commençait à partir du 16e nom. C'est-à-dire les 15 premiers noms
n'avaient même pas, je crois qu'eux, ils avaient pour seul diplôme que peut-être leur acte de naissance ou alors leur carte de baptême. Et autres là. Je vous dis parce que il y avait une colonne niveau et autres. Le niveau, c'est-à-dire le 7, commençait au 16e nom. C'est-à-dire les 15 premiers noms, vous voyez, c'est même un trait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de diplôme. Il n'y avait pas de diplôme. Ceux-là, donc, ils ont été recrutés pourquoi? On laisse donc un technicien supérieur qui est là, qui peut apporter, qui a des choses à apporter. On va prendre ceux qui n'ont aucune qualification. C'était des recrutements politiques. C'était quoi? Et ces cas sont les gens dans notre administration. On recrute des gens sans profil, juste pour contenter peut-être la base politique au village et autres. Et résultat de course, ces jeunes, ils viennent là, ils viennent se tourner les pouces. C'est pour ça que, heureusement, Ouaza peut venir remplacer Zouma. Aujourd'hui, parce qu'à l'époque, c'était Zouma. Ces gens, vous les retrouvez au bureau, vous les retrouvez en train de jouer au Zouma. Aujourd'hui, c'est Ouaza. À longueur de journée, parce qu'il n'y a rien à faire, mais ils ont été recrutés. Ils ont un matricule. Pourquoi faire? Est-ce qu'on ne peut pas réorganiser tout cela? Parce qu'il n'a rien à faire, parce qu'ils ne savent pas faire. Oui, bon, parce qu'il n'a rien à faire, parce qu'en même temps, je suis d'accord avec vous, parce que lorsqu'on est quand même recruté, il faudra à un moment donné, c'est-à-dire se déployer, traduire sa vision, avoir une vision professionnelle soi-même, Oui. et faire en sorte que, bon, une fois, parce que quand on arrive dans une structure, on doit analyser, si je viens par exemple à Santé aujourd'hui, je suis recruté comme peut-être un reporter, je dois me poser la question, je regarde l'environnement, je scrute l'environnement, je dis, ok, voilà une opportunité, je peux être utile dans tel domaine. Et puis moi-même, je fais des propositions, à ma hiérarchie, pour dire voilà. Mais ces jeunes, comme on veut, bon, ok, on fait le chômage, on veut jeter le matricule, et puis, ok, ça va. Car c'est pour répondre à votre question, Oui. d'où parle du problème. C'est ce genre de choses. Il n'y a pas de recrutement objectif. Il n'y a pas de recrutement planifié. Si les recrutements sont annoncés, il faut aussi dire. Hein. Oui, mais dans plusieurs sociétés d'État, Cantel et tout le reste là, SNH et tout le reste là, je ne sais pas, moi, de mémoire de journaliste, j'ai rarement vu un appel à candidature venant de cette structure. Mais chaque jour, vous verrez qu'il y a des gens qui sont recrutés. Il en est de même là. Bon, à la fonction publique, on fait quand même des efforts. Mais regardez les recrutements qui se passent en arrière. Voyez-vous, les repêchés, quand on avait lancé l'opération de 25 000, jeunes Camerounais à recruter. À la fonction publique. À la fonction publique camerounaise. Voyez-vous, après la publication officielle des listes, allez donc voir le nombre qu'on a encore recruté par derrière. Et autres là. Donc voilà autant de problèmes. Donc là, il faut que des choses, il faut une transparence, une bonne gouvernance dans le secteur de l'emploi. Qu'on sache exactement que voilà, tel à tel profil, il peut être utilisé. Et s'il y a des postes à pouvoir, qu'on lance les appels à candidature. Mais c'est devenu une histoire de vraiment du nombrilisme, hein. Moi je préfère le dire ainsi, les affaires du village, autres là, je connais tel dans mon village, je cherche à savoir s'il a le profil ou pas, il vient s'asseoir là. Et maintenant, à partir du moment où le code du travail concerne plutôt le système de gré à gré entre l'ouvrier et l'employeur et l'employé. Attendez, les deux ne sont pas sur la même balance. Les deux ne sont pas sur la même balance. Parce que le patron est toujours fort. Il est dominant. On devrait mieux encadrer cela. Aujourd'hui, le patronat profite de cette situation-là, de la précarité qu'il y a dehors pour imposer davantage son rythme de jeu. C'est-à-dire, c'est lui qui te dit, ok, je te donne tant. Bon, tu vas donc faire comment? Comment on est dans le système de, on va faire comment? Autre là, vous devez mieux avoir ces 5 francs-là que de ne rien avoir. Vous êtes obligé de prendre, de supporter malgré vous. Mais au fond de vous, vous êtes frustré parce que vous estimez que vous valez mieux. Vous valez mieux que ce qu'on vous propose. Et parfois même vous travaillez, vous abattez le travail de quelqu'un qui correspond vraiment à votre profil professionnel, mais vous êtes sous-payé. Vous avez un salaire qui ne représente rien par rapport à la qualité du travail. Donc voilà, autant de problèmes. Autant de problèmes. Qu'il faut... On est parti d'où? Là. On est parti de déjà le nœud. Parce que c'est la loi qui réglemente quand même les rapports entre les acteurs dans la société. Si la loi, à la base, donne un plein pouvoir au patron, parce qu'il faut le dire, le patron, celui qui cherche un emploi, lui, il est plus vulnérable. Certes, on dira que le patron a aussi besoin de la main-d'œuvre, mais le patron, lui, a plusieurs possibilités, plusieurs cartes sous la main. Parce que l'offre en termes de main-d'œuvre est assez abondante par rapport à l'offre de l'emploi. Donc ça fait en sorte que le patron, lui, il est vraiment en situation très confortable.
Parce que si vous arrivez là, vous imposez vos exigences qui ne l'arrangent pas, il vous laisse de côté, il prend quelqu'un qui offre moins. Et peut-être qui n'a pas les mêmes compétences que vous et autres, mais on va dire, ok, il viendra apprendre ici, on va se débrouiller avec autre. C'est ainsi que ça fonctionne aujourd'hui. Oh, si on a aménagé cette loi-là, si on a aménagé, on sait que, monsieur, vous employez peut-être un jeune Camerounais qui a une formation professionnelle de tel niveau, une formation académique de tel niveau, ça correspond à tel niveau de salaire. Autrement, je pense que chacun se sentirait mieux. Et ici, on est posé également les mêmes conditionnalités à l'État. À l'État. Parce qu'il faut le dire, c'est l'État qui est le garant de la promotion, de la protection de l'emploi dans un pays. Parce que même le secteur privé, lorsque le secteur privé recrute, c'est juste un transfert de compétences. Le gouvernement a juste transféré des compétences. Mais il revient au gouvernement d'encadrer. Parce qu'on dit, ok, le gouvernement ne peut plus tout faire, autre, mais c'est la prérogative du gouvernement. Créer des emplois. Quand on laisse maintenant le secteur privé créer des emplois, recruter, c'est juste un transfert de compétences. Maintenant, quand vous transférez les compétences, je crois que vous veillez, vous suivez quand même. C'est pas pour rien que vous voyez ça cloche au niveau de la décentralisation. Parce qu'on se demande, pourquoi faut-il encore qu'il y ait un représentant de l'État qui est au-dessus des exécutifs, des CTD. Mais c'est pour regarder justement que voilà les transferts, les compétences transférées sont exercées convenablement. On devrait y faire la même chose pour ce qui est du monde professionnel, du secteur de l'emploi. Regarder, s'assurer que, ok, est-ce que vous recrutez des gens où ils sont affiliés à CNPS, ils ont un niveau de revenu, une rémunération convenable et autres. L'État devrait veiller à cela. L'État devrait également se poser la question, moi-même, le personnel que j'emploie, est-ce que ce personnel est dans de meilleures conditions? Parce qu'il faut, nous ne voyons pas seulement dans l'administration, dans la fonction publique, il y a ceux qui sont régis par le code du travail et d'autres qui sont régis plutôt par les lois, le code de la fonction publique. Donc il faut donc voir, il faut déjà aligner tout ce monde-là. Parce que vous voyez, c'est deux poids, c'est-à-dire vous êtes tous les mêmes, vous avez les mêmes compétences. Vous voyez par exemple les médecins, ceux qui sont recrutés par voie de concours, qui sont des fonctionnaires, qui ont le statut de fonctionnaire, et ceux qui sont recrutés par voie de recrutements spéciaux, autres, tels que l'opération de 25 000, autres là. Et ils sont régis par le code du travail. Mais allez voir le traitement salarial. Vous avez tous une même formation de base, vous avez 7 années d'études, autres là, mais au niveau du traitement salarial, ce n'est pas la même chose. Autre. Donc il y a autant de problèmes qu'il faut résoudre. Et il y a ce problème de corruption aussi. Il ne faut pas perdre de vue. Le problème de corruption. Qui corrompt qui? Alors, vous savez qu'aujourd'hui, pour travailler, c'est pas évident. Hein? C'est pas évident. Il faut mouiller la barbe de quelqu'un. Il faut mouiller la barbe de quelqu'un. Vous voyez, quand les jeunes préparent les concours aujourd'hui, dans la fonction publique, ils ne préparent plus les concours en termes de. Ils ne se préparent plus en termes de prestations intellectuelles, de prestations intellectuelles. Cognition. Mais la préparation, c'est oh, je vais trouver 2 millions, 3 millions, ou au-delà de la préparation intellectuelle et autres là pour aller vers vraiment écrire. Non. On dit, ok, vraiment, on va trouver, déjà il faut trouver le réseau, la personne à qui donner l'argent, chercher cet argent. Vraiment, c'est un seul problème. Je ne dis pas qu'il y en a qui ne passent pas sans le mérite. Mais vraiment, c'est l'esprit de manière globale. Vous allez là dans la rue, vous êtes journaliste, mais tout comme Léopold. Vous savez très bien que ce que je dis là est pertinent. Quand vous allez dans la rue, là, vous demandez à quelqu'un ce qu'il pense véritablement de l'accès à la fonction publique ou alors à des grandes structures étatiques là, c'est-à-dire les EHPAD et tout le reste là, on vous dira qu'il y a un manque de transparence dans tout cela, qu'il y a un manque de transparence. Parce que voilà, les EHPAD aussi, ce sont des structures qui peuvent recruter des jeunes, qui peuvent absorber des jeunes compétents. Mais là aussi, c'est politisé. C'est politisé. C'est les affaires du village. On prend des gens sans compétences réelles. Ou alors, parfois, allez regarder, faites la ronde de tous ces EHPAD-là. Vous voyez comment, vous voyez les qui travaillent, les qui ont des postes de responsabilité là-bas. C'est le fils d'eux et autres, ou alors la fille d'eux. Donc, voilà autant de problèmes que nous avons dans ce secteur. Mais je reviens, fondamentalement, il faut revoir le code du travail parce que c'est lui qui fixe la base.
Si le cadre de travail est revu, je pense que le reste suivra. C'est entendu. Alors, Léopold Datou, pourquoi forme-t-on la conjoncture scolaire et académique dans un contexte où la politique de l'emploi n'est pas visible et pas corrélate, traçable? L'État forme avec le même système qu'en 1960. Ça manque de vision stratégique. On enseigne encore la fougère. Ouais, le même système. Vous enlevez les mêmes livres, vous mettez, vous changez les auteurs, vous mettez les mêmes livres. Le même programme que j'ai suivi, c'est le programme de mon fils à l'école. Mais c'est qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de la professionnalisation des enseignements. Voilà, mais est-ce que parler veut dire on a l'impression que c'est un discours, c'est un slogan, quoi. Non, ce que j'ai dit me choque particulièrement. Parce que je sais, quand vous envoyez votre fils à l'école, vous vous demandez qu'est-ce qui en sortira demain. Vous avez même attaqué le problème. Quand vous allez devant les écoles construites par les Japonais, parce que c'est... Quand je regarde là, je vois des enfants du cours élémentaire sortir de l'école. Ça te fait réfléchir. Je vois cette masse. Je suis content de voir que nous avons de la relève comme jeunesse, mais je me pose la question, qu'est-ce que cette jeunesse va devenir demain? Parce que quand tu regardes le programme aujourd'hui, j'ai l'impression que nos aînés qui sont au pouvoir aujourd'hui ne pensent pas ce qu'ils deviendront. Donc le même cauchemar que nous avons connu, ils risquent d'en connaître. Mais seulement, ce qui est plus dramatique dans l'affaire, c'est que eux, ils n'ont pas la même culture que nous avons, nous. Parce qu'on nous a tenus encore avec la matraque de coloniser. Ou bien les veines de nos parents colonisés sont encore là légèrement. Mais avec nous et nos enfants, c'est des androïdes. Ça veut dire qu'ils pensent ici à Yaoundé comme un enfant qui pense à New York. Si vous ne laissez pas, il se sert. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui. Et là, il faut tenir compte de ça. De manière plus conséquente, pour revenir à la problématique de la santé au Cameroun, les chiffres de l'OMS sont sans rappel. C'est 2,8 médecins pour 1000 habitants. Au Cameroun, il y a un médecin pour plus de 10 000 habitants. 10 000. Alors que les chiffres de l'OMS, c'est dire un médecin à 500 habitants. Mais curieusement, quand les médecins sortent, les infirmiers, vous avez compris même que d'autres sont en train de gréver pour être recrutés. Vous en avez suivi, j'espère, ou bien je suis mal souvent les formations. On a suivi des médecins qui étaient en train de... Je ne parle pas de docteurs en histoire, géographie, je parle de docteurs de médecine qui sont là, qui demandaient qu'on les intègre. Cela pose un problème sérieux. Ça, c'était des intouchables. Quand vous sortez de médecin, vous êtes sûr qu'à 100%, il sera recruté. Quand vous allez en Allemagne, il y a autant de médecins camerounais que vous ne pouvez l'imaginer. Le Cameroun, ils sont appréciés. Et ils s'en vont. Vous allez au Gabon à côté. Combien il y a de Camerounais là-bas? Mais ils sont pleins en tant que médecins. Je ne parle pas des enseignants. Donc il y a des secteurs vidéo comme ça que le Cameroun investit tellement d'argent à former une jeunesse qui est la sienne et qui, au bout de compte, ne sait plus quoi en faire. Vous avez l'impression. Et ces fuites de cerveau sont constatées au jour le jour. Donc, et la question que se pose, émergence en 2035, avec qui? Si vous ne tenez pas votre jeunesse, vous ne la formatez pas, vous ne lui donnez pas une vision claire et sincère de comment. Si vous prenez la Chine, vous allez voir, hein, les Chinois de la diaspora ont fait la Chine. Ils sont revenus avec le capital de connaissances et de savoir qu'ils ont investi. Et la Chine n'a pas inventé la roue. Non, la Chine n'invente pas la roue. Les dragons de l'Asie du Sud-Est n'inventent pas la roue. Donc, nos dirigeants parlent de l'émergence. J'effectue la question parce que là, nous sommes en 2023, 17 ans. Oui. Je me demande ce qui se produit. Parce qu'au fur et à mesure que je vois le temps passer, je m'interroge. Si nous sommes restés, si nous sommes dans la même posture, la vision de 2035, de la politique qui accompagne le développement. Et quand on parle de développement, on parle de travail, qui est au centre de tout. C'est le travail, c'est le paiement, c'est ça que l'État doit être, le régulateur doit être présent dans ce secteur. On n'est pas pour être oisif, je ne le pense pas. Je pense que le problème du travail se pose aujourd'hui parce que nous avons des syndicats très faibles, politisés, poltrons, vassalisés aussi, les syndicats des travailleurs.
On peut faire un peu d'histoire, historique des syndicats au Cameroun. Au début, c'est très fort les syndicats qui défendaient les travailleurs. Mais au fur et à mesure, vous comprenez que le politique est devenu plus fort que les syndicats. Je ne sais pas si c'était par quel subterfuge on en est arrivé à changer l'ordre des valeurs. Avant que les syndicats parlaient, les ministères tremblaient. Surtout le ministre du Travail tremblait en disant comment on va faire, lesquels sont encore, les taximens vont crever, il y aura les boulangers, il y aura ceci. Mais de plus en plus, ils parlent, il suffit, je ne sais pas comment ils font pour finalement les ramener à la bonne raison. Ils sont devenus si dociles, les syndicats. Et c'est les présidents des syndicats et ses amis qui sont les plus dociles. Vous comprenez? Ça veut dire que vous avez les gens qui ne défendent plus la corporation pour laquelle ils ont été constitués, mais qui défendent d'autres valeurs, peut-être que les autres ne comprennent pas. J'ai suivi récemment le syndicat des motos taxis, non pas des motos, des transporteurs à Mokolo, vous savez. Oui. J'ai suivi ce qu'il en disait. Vous avez reçu un livre. Mais c'est extraordinaire. C'est cette densité derrière les principes, derrière les attentes, qui ne sont pas toujours les mêmes qui sont présentés sur la table du défendeur, certainement, qui fragilisent autant de questionnements. Est-ce qu'ils sont politisés aujourd'hui, certains syndicats? Il n'y a pas tous les syndicats qui n'arrivent pas à comprendre les attentes de leurs camarades derrière et qui, au finish, n'apportent. Il n'y a pas de solution attendue, mais la grève est levée. Vous vous demandez, mais finalement, qu'est-ce qu'on défendait? Vous parlez d'un débrayage de main dans deux avec la tasse. Vous comprenez les problèmes des heures. Est-ce qu'ils y allaient pour leur propre compte ou est-ce qu'ils allaient pour le compte de toute la corporation? Autant de questionnements. Et là, je ne veux pas ici dire que ce sont les pouvoirs publics, ça, je ne peux pas le dire. Ce sont les travailleurs même à ce niveau qui, dans leurs différents syndicats, dans leur organisation, certainement n'arrivent pas à bien tenir le coup et qu'on voit ce débrayage, c'est terrible. Évidemment que la corruption également dans le milieu du travail est un problème sérieux. Les résultats, c'est un problème sérieux. Ça, on ne peut pas perdre le vice de réalité. Vous allez avec la fameuse théorie de l'équilibre régional. Oui. Oui, on dit l'équilibre régional. Mais vous regardez par exemple dans une région, au nom de l'équilibre régional, vous regardez les enfants qui sont recrutés, ils viennent de la même famille. C'est fou quand même. Hein? Vous vous demandez, mais cet équilibre-là, dans sa visée. Regardez seulement la configuration de nos ministères, c'est-à-dire le personnel, parfois d'un département ministériel, d'une entreprise, fonction. De la coloration régionale. Voilà, et le régional du chef du département ministériel. Mais c'est voilà. Et c'est pas normal. Oui, des choses comme ça. Nous, personnellement, pensons qu'il faut vraiment il faut mettre un thème à cette histoire d'équilibre régional. Parce qu'en réalité. Ça dépend de quel genre. Oui. Parce que lorsqu'on instituait l'équilibre régional à l'époque, il y avait des localités qui étaient défavorisées, qui étaient sous-scolarisées. Il y avait donc risque qu'il y ait, c'est-à-dire, si par exemple il y a concours et il y a compétition, que les gens de cette zone-là qui ne sont pas scolarisés puissent avoir de piètres résultats, n'aient pas la chance d'accéder ou alors d'être reçus à ce concours. Mais aujourd'hui, les enfants de ces régions dites défavorisées là vivent déjà dans les mêmes conditions de vie dans les grandes métropoles avec les enfants des autres régions, les autres là. Mais pourquoi est-ce qu'on doit toujours maintenir vraiment cette situation comme si à l'époque, c'est-à-dire on est toujours à l'époque d'il y a une trentaine d'années, une quarantaine d'années. Je suis d'accord entièrement. Mais prenons la chose autrement. Disons qu'on fait des concours, on se rend compte que dans telle ou telle région, les gens ne sont pas admis. Ça peut arriver. Mais pour qu'on soit inclusif, on peut se dire. Pour un concours qui demande 200 tonnes. Un concours, c'est le mérite. Non, excuse-moi d'abord, laisse-moi suivre ma logique. Je suis d'accord. Moi, je suis contre le fait que, vraiment, que moi, je sois en train de jouer un concours avec 13 de moyens et qu'on soit en train de prendre quelqu'un d'une autre région avec 10 de moyens. Voilà, ce n'est peut-être le niveau régional. Non, vraiment, c'est une injustice criarde. Oui, j'ai pensé comme ça avant. Longtemps. Ça, j'ai allumé, j'étais très chaud. J'ai compris quoi. Ça veut dire que si nous avons un concours, on veut 200 personnes. Oui. L'État peut dire, ok, nous prenons les 150 qui sont admis régulièrement, 150 meilleurs, avec les 50 qui restent, on va voir comment on va équilibrer dans les régions où il n'y a pas beaucoup d'admis. C'est une possibilité. Bon, nous avons pris les 150 meilleurs, ils sont avec nous. Voilà, on les a. Vous regardez maintenant, bon, les 50 qui restent là, essayons de voir comment on va panacher pour que de l'extrême nord à l'extrême sud, de l'extrême à l'extrême ouest, que tout ce qui soit. Je suis tout à fait d'accord. Et le dernier cas, vous avez vu avec le Sénat, vous avez vu ce qui s'est passé. C'est-à-dire, on peut faire. Non, ça c'est la politique. Non, mais attends, mais
là-bas, Excuse-moi, tout ça c'est de la politique. Non, on a ça, c'est... Tout ça c'est de la politique. Oui, j'ai quitté l'affaire de- Parce que le président de la République, justement, par rapport, c'est pour mettre de l'eau à votre moulin, hein, Oui. par rapport à ce que vous dites. Parce que vous voyez que le président de la République a invité un Sénat monocolore. Il a quand même essayé de jouer avec ces équilibres-là par rapport à ce que vous avez dit sur les 30 Oui, voilà, qui voilà, devaient nommer. donc c'est pour dire qu'en réalité, c'est ce problème-là qui se pose. Or, vous avez l'impression que les gens ne sont pas toujours au fait de la notion d'intérêt national. Vous comprenez? Ça veut dire que quand on nomme les gens pour qu'il y ait... Ce n'est pas qu'on appelle quelque chose, c'est pour que ce que le ministre a dit, l'inclusion. Oui. On ne peut pas dire que non, vous êtes... On sait que celui-ci, il est admis, mais on sait que vraiment... Mais on le forme, on l'apprête, on sait que voici les meilleurs... Attends, j'ai beaucoup aimé le président Sarkozy en France, mais les gens ne savent pas, c'est un des présidents que j'ai beaucoup admiré, qui a donné de la vigueur à l'État français. Les autres avaient presque mis l'État à terre, même aujourd'hui, il en fait... Mais Sarkozy a apporté... Bon, ça c'est la politique étrangère, on va rentrer dedans. Donc chez nous, il faudrait que nos dirigeants tiennent compte de cette réalité. La corruption est au cœur, Serge. Les fils de... Vous avez l'impression qu'on nomme un ministre, forcément, son enfant devient subitement intelligent, il passe les dames. Vous avez l'impression? Il passe. Vous avez l'impression, quand vous allez voir les élites dans nos régions, les enfants sont forcément les plus intelligents. Pour entrer à l'ENAM, vous vous demandez, mais quel livre ils étudient là-bas dans leur cours? Oui, il faut relativiser aussi par rapport à cette... Il faut relativiser. Oui, bien sûr. Il faut relativiser. Si vous voulez, on va prendre les résultats, on va regarder. Oui, parce que peut-être une explication simple. Oui. Au-delà des magouilles et autres là, et du trafic d'influence, on ne fait pas du trafic d'influence, mais il va de soi que l'enfant d'un riche, entre guillemets, disons-le ainsi, de manière prosaïque, il est dans les meilleures conditions d'études que l'enfant d'un pauvre. L'enfant d'un pauvre, quand il rentre de l'école, il faut qu'il rentre, il parte suivre sa maman au marché, l'aider à vendre, ou alors aller rester au bar, à la boutique et autres, ou faire autre chose, aller chercher de l'eau. Entre-temps, le fils de quelqu'un de Nancy, il a un comportement différent, il est en train de se reposer, il est un répétiteur et autres. Ça peut se Donc vous avez justifier. de privilégier la théorie du champ de Pierre Bourdieu. Ouais, il a des conditions en fait. Il est dans un environnement. Il est dans un environnement qui permet qu'il réussisse. Mais on ne dit pas que nous sommes d'accord qu'il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu. Non, Mais je vais dire qu'un tel. Mais allez dans les boîtes de nuit, ce sont les enfants des Nantis qui sont dans les boîtes de nuit chaque jour. Allez dans les coins de plaisance, ce sont les enfants de nuit qui sont là. Les pauvres sont dans les cahiers, en train de trimer comme des beaux diables. Mais je dis, qui est le plus dans le cahier? C'est les enfants. Vous avez vu les enfants déjà trimés dans les cahiers. Pourquoi vous parlez de ça? Mais c'est des gars, des jouisseurs. Et ça me dispose parce que leur vie. Je ne suis en rien jaloux ou aigri. Je dis, c'est des jouisseurs. C'est les enfants des pauvres qui se tuent dans les cahiers à la lampe tempête. Et heureusement que maintenant, WhatsApp est venu nous mettre, Internet est venu mettre les connaissances à la disposition. On peut penser que les enfants des riches se tuent plus à la tâche. Je ne crois même pas une seconde à ça. Mais c'est, attendez, mais on dirait que vous n'avez pas encore vous n'avez pas fait des études avec les enfants de vous pour comment ils se comportent. Les gars marchent avec les pots de En fait, la lame de fond de l'idée de Blaise Koto, c'est la reproduction sociale. Oui, mais non, C'est la directive des classes sociales. pas parce que pas par reproduction par capacité. Non, reproduction peut-être par patronomie, je suis d'accord avec vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, pas par reproduction parce qu'on est ministre, parce qu'on est intelligent, son fils devient intelligent comme le père. Non, je ne crois pas à ça. Même si Boussula a dit, mais je dis non. Aujourd'hui, chez nous, c'est l'inverse. Quand vous êtes, voilà. Donc, je ne dis pas que tout le monde peut être ministre, malheureusement. Mais permettons aux enfants des pauvres qui peuvent travailler et être à la place d'arriver là. Nous sommes aujourd'hui en construction. Il n'y a pas une famille, en ce sens, il n'y avait pas une famille de Camerounais nantis. Ce n'est pas des paramètres construits au jour qu'on en arrive là. Mais il faut permettre que demain, les enfants des pauvres, des gueux descendants, qui par leur travail arrivent à s'imposer comme, ça ne pas dans toutes les sociétés américaines, surtout comme l'exemple que nous prenons partout, le travail. Parce que nous sommes à la fin du travail, n'est-ce pas? Oui. Que le travail puisse ramener le pauvre au sommet s'il s'y adonne. L'appareil ne doit pas être source d'élévation, je ne crois pas. C'est le travail. Et je sais qu'il y a dans ce pays tellement de jeunes qui sont attachés à leurs rêves. Et vous les voyez, ils sont frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre leurs rêves. Parce que
Parce que le chemin entre leurs rêves et l'accomplissement est un chemin sinueux, parfois évanescent, qu'ils ne trouvent pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans les pays développés, qu'un enfant dit je vais être médecin, il y a les chemins par lesquels que tu veux partir, tu seras médecin. Et c'est le travail. Mais prenez votre enfant à la maison, vous voulez qu'il soit médecin, vous êtes sûr qu'il va y arriver? On va dire, bon, on va faire le concours, mais attendez, je suis encore là. C'est au niveau du résultat, de la corruption, qui va bosser, pleurer, mais au bout de compte, allez voir les noms qui vont sortir de la chaîne. Mais ce n'est pas mon problème, c'est le problème du Cameroun. Donc je pense que ce que le ministre a dit dans son discours, c'est un discours assez général, assez global, vous le disiez, et que le souhait, c'est que lorsque, à la veille du fait de travail, à la fête, je ne sais pas, vous avez regardé autour, il n'y a pas tellement de séminaires qui sont organisés par les différentes corporations. Il n'y en a pas. Vous allez voir le boulevard de Vermeil, les gros pains. On va développer avec les pains, de gros pains comme ça, de longs pains comme ça. C'est ce qu'on peut montrer, ce qu'on produit. Mais on produit ça comment? Ceux qui travaillent, qui se touchent à chaque moment, comment ils sont traités? C'est des thématiques qui devaient intéresser plus que le défilé. Qu'autour, il y ait des convergences dans le corps de journalistes, par exemple. Oui. Encore que c'est le 3 mai. Vous avez vu les DP qui se développent pour le 3 mai pour qu'on en débatte des problématiques de la presse? Alors. Non, les gens n'en veulent même pas parce que on a peur du miroir, de voir ce que nous sommes dans les miroirs. Parce qu'en réalité, nous sommes des monstres. Et personne n'aimerait reconnaître qu'il est monstre en se regardant en face. C'est une problématique sérieuse. Et c'est la même chose le premier. Vous allez voir que j'ai travaillé dans un pays où, étant journaliste, le président de la République adressait des correspondances aux journalistes à la fin d'année. Vous dites, mais je te dis... C'est le Gabon? Par exemple, je n'ai pas dit le ministre, j'ai dit le président de la République, qui servait des lettres de remerciement dans les rédactions pour remercier un tel qui a été productif. Et je vous dis, ce n'était pas une lettre seulement, mais c'est une lettre. Vous comprenez ce que je veux dire? Suivi par le président de la République qui dit, mais voilà, pour votre abnégation, votre assiduité, le président de la République, un carton en or. Vous dites, mais vous le conservez jalousement. Mais dans notre pays, on pense que si vous critiquez ce que l'État fait, ou ce qu'un ministère fait, vous êtes du coup l'ennemi de la République. Et pourtant... Mais c'est le problème. Ça veut dire que les gens n'ont pas intégré la notion de République, que nous sommes ensemble, nous formons un tout. Nous sommes en train de parler maintenant, je n'ai pas de journalisme, je pourrais parler, j'ai parlé des médecins, je suis un médecin, ou des enseignants. On ne doit pas chaque chose vous dire, quand les enseignants vont dire, ah bon, parlons un peu des enseignants. Vous avez vu l'OTS, non? Oui, on a trop supporté. Vous savez comment cela a pris fin? C'est parce que les gars ont revendiqué leurs droits et ont refusé d'écouter. Les syndicats ont refusé d'écouter des chansons qui n'intéressaient pas de moi. Vous avez vu comment ça a marché? Ils ont refusé que non, ils ont compris que quand on a des syndicats, un groupe de noyaux formés avec les chefs qui partent là devant, ou bien devant là-bas le discours qu'on leur parle, c'est en chinois ou en allemand, ils ne comprennent rien, ils sont perdus, ils ne font plus rien. Ils ont dit, bon, on va faire un mouvement acéphale. Vous avez vu les résultats? Alors, je finis par l'interrogation. Et c'est qui concerne le deuxième sujet. Vous avez dit que le ministre de la Communication a réuni subitement les gens autour d'elle. Les postes de télécommunication. Oui, vous parlez des problèmes du piège qualité de service, en matière d'offres. Elle ne le voyait pas avant. Chose curieuse. Pourquoi on parle de mot d'avion pour que subitement elle pense à ça? Elle n'est pas camerounaise, elle ne voit pas ces choses-là. Voici le Cameroun. Alors, Prince Modo, est-ce que concrètement, le problème de la précarisation du travail aujourd'hui se pose avec acuité parce que l'on observe également une certaine vulnérabilisation du mouvement syndical au Cameroun? Oui, il faut le dire, parce que déjà, il faut savoir, à l'époque, Léopold parlait tout à l'heure des groupes assez forts, assez organisés, assez structurés. Il a évoqué un aspect important là tout à l'heure. Pardon. La formation. Est-ce qu'il y a encore cette formation? Est-ce que les gens ont encore l'esprit même, l'esprit fondateur du mouvement syndical? Parce qu'aujourd'hui, on pense que ce sont des frustrations. Ces syndicats naissent généralement de quelle manière? Parce que nous sommes tous ensemble ici dans ce studio. Vous verrez que, Serge Aimé Bicol, c'est lui qui modère ce débat. Parce que je suis frustré, je dis que je crée aussi ma part de tribune et autres, sans avoir peut-être tous les rudiments nécessaires. Et je dis, ok, je me présente comme désormais un leader pour rivaliser Serge Aimé Bicol. Il y a ce problème qui est là. Il y a aussi un autre problème majeur, nous-mêmes aussi, nous-mêmes les travailleurs. Les travailleurs,
sont résignés, il faut le dire, pour la plupart du temps. Ils sont une foule qui ne sait pas faire foule, en réalité. Parce que même si le patron, le patronat est assez fort, vu au regard d'un certain nombre de paramètres, mais le travailleur a également un pouvoir énorme. Parce que c'est lui qui valorise les richesses du patron. Et le patron a besoin de lui pour pouvoir rentabiliser sa richesse. Mais nous nous contentons vraiment, nous nous présentons en victime résignée devant ces personnes. Moi, je connais vous parlez de l'entreprise. Demain, là, au boulevard du 20 mai, vous verrez des gens défiler là, avec un t-shirt et des pancartes, mais qui sont peut-être à 2 ans d'arriéré de salaire. À 2 ans d'arriéré de salaire. Pourquoi aller défiler? Nous, à l'époque, quand je travaillais dans une chaîne de télévision, nous, on refusait d'aller défiler. On a dit non, on ne sera aller défiler. Vous allez nous donner les t-shirts, autres. On va faire la parade comme tout le monde. Oui, pour valoriser l'image de l'entreprise. Oui, l'entreprise existe aussi. L'entreprise existe aussi, elle est là. Mais au fond de vous, vous êtes en train de vous, après la grande parade là, vous retombez à la réalité. La réalité vous rattrape. Or, à un moment donné, il faut pouvoir dire non à tout cela. Il faut pouvoir dire non. Nous-mêmes les travailleurs, comment vous pouvez aller à une parade, à ce folklore-là, alors que vous avez 2 années d'arriéré de salaire? Attendez. On ne va pas vous mettre dehors parce que vous avez refusé d'aller défiler. Non. Mais on se plaît à porter, à arborer ces t-shirts ou polos et brandir des pancartes. Après, on ira partager un bout de pain et on estime que bon, ok, vraiment, on est content. Le président, le manager de l'entreprise va essayer de vous tenir un discours galvanisateur là à l'occasion pour vous donner l'impression que non, vous êtes ensemble mais au fond. Une fois que vous sortez de cette grande parade du 1er mai là, la réalité vous rattrape. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la faute aux travailleurs eux-mêmes. Vous dites que le mouvement syndical n'a plus d'effet. Oui, parce que vous ne pouvez pas être en train de travailler pour des gens qui ne vous suivent pas. Combien sont déjà syndiqués? Commençons par poser cette question. Combien de travailleurs sont syndiqués? Lorsque vous allez dire à un travailleur, venez adhérer à un syndicat, il ne voit pas la portée. Est-ce que vous savez que... Il ne voit pas la portée, non. Le syndicat est là pour défendre les droits de ses membres. Donc, je vais dans le même sens. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des chefs d'administration qui systématiquement menacent d'exclusion tout travailleur syndiqué reconnu dans son syndicat? Alors que le droit, au Cameroun, le droit syndical est là, il est reconnu. Il est reconnu à tout travailleur. Mais une fois que vous êtes dans le syndicat, on voit comme on a cassé le syndicat, on a un regard péjoratif du syndicat, on se dit non, voilà les opposants et autres. Donc une fois que vous êtes membre d'un syndicat au sein de l'entreprise, le directeur, c'est-à-dire tous ceux qui ont des postes de responsabilité, qui sont dans les bonnes grâces du top management, et ils vous voient plutôt comme un paria à ce moment-là, c'est-à-dire comme quelqu'un qui est de l'autre côté qui veut déstabiliser l'entreprise. Alors que le syndicat est là pour améliorer, pour défendre vos droits. Mais comment voulez-vous que vos droits soient défendus alors que vous n'adhérez même pas? On vous demande d'adhérer et de contribuer, de verser vos cotisations. C'est avec cet argent que les leaders syndicaux se déploient sur le terrain. Ils se déploient, il y a un certain nombre d'actions qui doivent être menées. Mais vous restez dans votre bureau, on est dans l'histoire de la machine du chrétien, c'est-à-dire la situation du chrétien qui veut aller au paradis, mais sans passer par la mort. Personne ne veut... C'est ça. C'est ça la réalité. Alors qu'on vous a dit pour arriver les Saintes Écritures nous renseignent que pour arriver au paradis, il faut d'abord passer par la mort. Il faut d'abord passer par là. Mais aujourd'hui, vous voulez que vos droits soient défendus. Vous restez de votre côté. Vous ne vous manifestez pas, les autres vont le faire à votre place. Et vous allez tirer profit. Parce que c'est aussi ça, il faut qu'on ait cette mentalité. Je crois qu'aujourd'hui, ça s'observe dans tous les milieux, que ce soit dans le secteur politique, les formations politiques ont ce même problème. Nous autres leaders d'associations de protection des droits des consommateurs, nous avons également ces problèmes-là. Les gens ne veulent pas adhérer.
Mais ils attendent que vous défendiez leurs droits. Non, mais il faut être engagé. Engagez-vous. C'est ensemble. Monsieur le ministre a dit ensemble. C'est là où ce mot ensemble a sa place en ce moment-là. Les gens ne peuvent obtenir des résultats que lorsqu'ils sont mis ensemble. Mais vous ne pouvez pas rester de côté à marge parce que non, ce sont des autres qui iront au fond recevoir les coups de canon et autres là, toutes les flèches. Et puis vous allez en jouir. Non, c'est ça le problème. Attention au mot ensemble du ministre. Attention au mot ensemble du ministre. Attention au mot ensemble. Le pouvoir n'aime pas le mot ensemble. Il n'aime pas. Quand vous êtes divisé. Il travaille pour mieux diviser. Voilà. Non, mais sauf que c'est pas moi qui ai dit. Voilà le mot qui. Non, non, je dis que voilà, non, je dis qu'il faut faire attention au mot. D'accord. Parce que quand les mouvements syndicaux sont unis, ça ne fait pas plaisir. Ça ressemble à un homme polygame qui trouve ses épouses unies. Il sait qu'il est mort en guerre, comme on le dit. Donc il travaille pour que la division soit pleine et totale dans les syndicats. Bon, voilà dans les causes. Donc Vous avez ensemble, dit, là, pourquoi les syndicats ne font plus effet? C'est Oui, autant de c'est choses. de faits qui Voilà. expliquent là. Donc Parce que parfois même il y a des syndicats écrans, enfin je dirais pas écrans, qui sont créés par... Je ne voulais pas le dire, mais voilà. je le dire. Voilà, il faut penser, ça c'est un fait, c'est-à-dire ce sont les choses qu'on observe. Parce que les syndicats qui sont manipulés, il faut le dire. À un moment donné, on se dit que non, Léopold est très fort, autre là. On crée un contre-pouvoir, on cherche un membre de Léopold, oui, qui viendra te casser. Donc c'est l'une des stratégies qui... Pour diluer le message. Voilà, pour diluer le message. Allez, dans la prochaine heure de sa presse. Bonjour, madame. On dit pas bonjour, on s'en fout. Léopold, pourquoi vous menacez ma fille? Jonathan, bonjour. Bonjour Serge. Allez, c'est pour les nouvelles des hommes de médias. Parfait Siki va comparaître libre désormais. Après 6 mois d'incarcération, le journaliste et ancien secrétaire général de la FECAFOOT pourra désormais comparaître libre dans l'affaire qui l'oppose à l'instance fêtière du football camerounais. C'est l'une des affaires qui fait le plus parler depuis plusieurs mois. En novembre 2022, Parfait Sikaono est interpellé suite à une plainte de la FECAFOOT et de son président Samuel Eto'o. Il est accusé de détention de documents de la FECAFOOT dans l'intention de les falsifier. C'est un proche du directeur de publication du journal Info estime alors qu'il s'agit d'un règlement de compte. Pour d'autres, il paye le refus en sa qualité de rapporteur de la commission électorale d'introduire le procès verbal d'élection des vice-présidents qui n'auraient pas respecté la procédure. Parfait qui reste tout de même impliqué dans l'affaire. Il pourra comparaître libre. La décision de la Cour d'appel du Fundi permettra aux journalistes non seulement de mener ses activités et notamment de développer son journal qui venait de lancer, mais aussi organiser sa défense. C'est dans le 27 avril dernier, Bruno Bidjan convoqué par le CNC. L'annonce a été faite par Joseph Tchebon, qui est président de cette institution. Cette convocation fait suite aux propos de Claude Abbé dans l'émission Club d'élite du 16 avril dernier. Invité de l'émission sur Vision 4, le sociologue réagissant à l'affaire Dicolo dira « La République devrait passer par une réforme foncière ». Il poursuit en disant que chacun devrait rentrer chez lui, appuyant par la suite qu'il ne faut pas s'arrêter sur le principe de République pour envahir les gens dans leur village. Ces propos ont tout de suite défrayé une polémique sur les plateformes sociales. Invité du 20h30 de la CRV, le 23 avril, Joseph Tchebon qui a invité les présentateurs à encadrer les invités dans les prises de parole. Sur ce même canal, il a annoncé qu'une lettre d'avertissement a été envoyée à Vision 4. Et Bruno Bidjan, directeur des médias du groupe L'Anecdote et présentateur de l'émission incriminée, a été convoqué au conseil. Vision 4 pourrait écoper d'une plus lourde sanction, a prévenu le président de l'organe régulateur du secteur de la communication au Cameroun. Alors, le point d'assis, chacun doit-il rentrer chez soi ou bien est-ce que les gens doivent aujourd'hui rentrer chez eux? Dans la problématique de la réforme foncière. Mais ce qui est dramatique, c'est que le journaliste, l'enseignant lui-même parlait en République et qui sortent le mot village en République comme si le village prédominait sur le concept de République. Je trouve que cela est assez regrettable. Et c'est dommage que parce que c'est un enseignant d'université, un sociologue de renom qui tient des discours si désinvoltes. Je trouve que c'est un repli identitaire sauvage et qu'il faudrait que les pouvoirs publics tiennent compte de ce genre de discours conflictogènes à la limite. Qui va rentrer dans son village? Lui, on commence par lui pour qu'il rentre dans son village, ou bien celui qui est au nord, celui qui est au sud, à l'extrême nord,
Nous sommes en train d'édifier une république exemplaire et on va tenir compte de ça. Et de ce propos-là, il ne faut pas laisser passer. Je suis resté sur ma faim avec la réaction du recteur qui a condamné Guiteau-Soré du propos. Le recteur de l'université catholique, bien sûr, mais il m'a beaucoup déçu. Soit il disait rien, il laissait croire ce qu'on l'opinion croyait, soit il se détournait des propos de l'enseignant, et puis il allait jusqu'au bout en le sanctionnant comme il convient. Mais il est resté les gens sur sa faim. Il ne devait pas, parce que ce qui fait mal, c'est que l'université catholique, c'est l'éthique. Comprenez, c'est l'église catholique. Et quand il vient à la séparation, l'église qui rassemble tout le monde, catholique universaliste. L'université catholique, c'est pour tout le monde, une maison ouverte. Quand un de ces dignes fils parle de cette manière-là et que le recteur, qui est également pénétré par l'Esprit de Dieu, vient se dérober et se taire, à ce moment-là, à mon sens, il fait mal plus que Kodabé, parce qu'il devrait aller jusqu'au bout. On devait lui dire, mon fils, tu as mal agi, mais tu seras châtié. On te donne le pardon, mais on te châtie pour ce que tu as fait publiquement. Mais l'Église ne l'a pas fait. Bon, quand je dis l'Église, je veux dire l'université catholique, qui n'en n'est pas arrivé jusqu'au bout de sa logique, et tout cela regrettable. Dans les chaumiers, qu'est-ce qu'on dit? Ben, qu'est-ce qu'on dit? Oui, c'est dangereux. Et puis les photos des enfants sont dit des enfants du village ou ceux de la République? Oui, en principe, on devrait être dans une république, les affaires de la République. Mais sauf que le fonctionnement quotidien de notre pays donne plutôt l'impression que c'est beaucoup plus les affaires du village qui passent avant les affaires de la République. C'est le constat général qui est dans notre société. Il ne faut pas se voiler les yeux. Vous voyez seulement les recrutements et autres. Nous avons parlé de la configuration des postes de nomination dans les différents ministères et autres. On a l'impression que, parce que dans une république, Serge-Aimé Bikoy, sur ce plateau, nous sommes des aires culturelles différentes. Vous auriez pu inviter uniquement les gens de votre aire culturelle et autres là. Mais dans une république, parce que vous estimez que peut-être Prince Pondo peut apporter une certaine... il a un apport par rapport aux objectifs de l'émission, Léopold a un apport et autres qui n'est forcément pas, nous ne sommes pas de votre aire culturelle, mais c'est ainsi que doit fonctionner la République. Mais certains, vous verrez que non, il faut que je voie d'abord mon frère, il faut que je voie d'abord ma soeur et autres là. Ça, c'est une partie courante dans notre société. Et ça fait beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, ça traduit tout simplement la frustration, parce que je suis contre ce discours de... Parce qu'on va beaucoup condamner le professeur Claude Abbé et autres là. Mais il perce l'abcès. Il perce l'abcès. C'est une réalité qui est là dans notre société. Ne perdons pas de vue. Ne faisons pas comme si ce que le professeur Claude Abbé dénonce là, ce qu'il évoque là, c'est un fait qui se passe dans la planète Mars. Mais notre société, il est sociologue, il voit comment la société évolue normalement. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce repli identitaire là. Le sentiment est très fort sur le repli identitaire dans notre pays. Le repli est très fort. Mais la preuve, vous vous souvenez lors des émeutes, c'est un membre du gouvernement, Elie Mfundi, qui avait dit que vraiment allez faire des fausses histoires chez vous, en oubliant que en termes de droits de l'homme, nous qui sommes nous défendons les droits de l'homme, vous êtes libre de vous installer partout où vous voulez. Mais oui, et même la Constitution, c'est-à-dire allons même au niveau des droits de l'homme. Moi je suis sur l'angle du droit de l'homme. Maintenant, vous êtes libre de vous installer partout où vous voulez, mais à condition de respecter les lois et règlements. C'est-à-dire, si par exemple je suis dans le Fundi et autres là, moi je suis du littoral, là, mais je suis dans le Fundi depuis une vingtaine d'années, là, je respecte vraiment les us et coutumes de cette localité. Je ne dois pas venir faire n'importe quoi, bien que je sois camerounais, mais je me sens à l'aise dans le Fundi, je me sens intégré et autres là. Mais il va de soi que, je vous racontais mon anecdote tout à l'heure, ça se passe en 2001, hein, mais je n'ai jamais oublié ça. Il y a plein de frustrations comme ça. On demande, il est d'où? Il est d'où? Parce qu'il y avait des opportunités. Quelqu'un m'a amené. On demande, il est d'où? Il ne s'est même pas caché. C'est un haut responsable de ce pays. Je préfère taire son nom. Le recrutement dont je vous parlais, où je vous parlais tout à l'heure, les 50 temporaires qu'on avait, 35 étaient du même air culturel. Sur 50, 35 et autres. Mais c'est une réalité. Vous vivez avec ces frustrations-là. Voilà, ça veut dire qu'il y a des frustrations. Il faut penser là à un moment donné. Faire la langue du bois, ça n'aide pas. Ça ne nous aide pas. Personne l'a fait. Examinons le problème au fond. Et puis maintenant, ensemble, on trouve la solution. Si Prince, par exemple, a une grosse tête et autre là, il faut le lui dire. Pour voir maintenant, est-ce que c'est de son fait ou alors c'est de manière innée, autre là. Si on ne peut pas modifier, qu'est-ce qu'on peut améliorer?
pour qu'il ait une tête convenable à celle voulue par la société. Alors, débarrassons-nous donc de notre coquille de fourbe, le Paul David. Excuse-moi. J'ai l'impression que Prince prend l'affaire à la légère. La République Cameroun est constituée du sang. Pour que nous sommes ensemble aujourd'hui en tant que nation, ça a coûté des vies et des souffrances inexprimables. Mais je suis impressionné qu'un jeune Camerounais intellectuel formé par le Cameroun en vienne à cracher sur cette même République. C'est un sacrilège que des vies humaines. Nous fondons notre nation là sur du sang. Est-ce que le professeur Claude Dabé n'est-il pas en train de poser un problème social qui est large? Les sociologues, il a le regard, les lunettes du sociologue. Oui, monsieur, vous m'en c'est un autre. Oui, justement, attendez. Oui, le problème est le suivant. Il a mal posé le problème. Très mal. Ça veut dire qu'il a donné, en posant le problème sur un ton impératif, comme acteur. Oh, ce n'est pas son rôle. Non. Il aurait pu instrumentaliser, tant il était qu'il est dans le sol, que quelqu'un d'autre puisse parler de la sorte. Pas un enseignant qui est maître. Il faudrait que chacun rentre dans son... Ça tombe bien. Je vais te donner un exemple. Hier, à Kekembaré, on a chassé les gens de rentrer dans leur village. Et c'est Claude Dabé qui a instrumentalisé sur le problème de cet ordre-là. Le petit commence à réfléchir. Il faut faire très attention à nos déclarations. Je dis que vous l'avez suivi certainement. On dit aux gens, on chasse, que rentrez chez vous. Est-ce qu'ils ont écouté Claude Dabé? Attention à ce qu'on dit et à la manière de le dire. Les émeutes de 2008, c'est très récent là. Laisse-moi, attends. En 2008, attends-moi. Non, c'est différent. Je n'ai rien contre Claude Dabé. Je parle de l'enseignant qui doit avoir un discours tempéré. Parce qu'il est suivi. Claude Dabé n'est pas un kidam qu'on a ramassé dans la rue. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si j'avais marché, je suis à mon colon, on aurait dit bon, c'est un aigri. Mais quand même, un enseignant d'université, qu'est-ce que vous me dites? Ceux qui sont portés à former, à socialiser les gens, pour entrer dans le canon de la République, il dit que bon, quand c'est comme ça que chacun entre dans son village, vous qui êtes intellectuel, vous dites ça sur le plateau? Mais j'ai peur pour cette nation à la fin. Allez, on continue avec les nouvelles des hommes de médias. Alors, Diane, Jean-Paul Chounat décoré par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Le journaliste sera décoré le 20 mai prochain. Le grand reporter de Balafon TV l'a annoncé sur sa page Facebook officielle hier. Jean-Paul Chounat a déclaré qu'il recevra une médaille du travail en argent et en vermeil. Le journaliste a d'ailleurs remercié dans sa publication son patron Cyril Bodico pour avoir proposé sa candidature auprès du ministère dirigé par Grégoire Ouna. La demande de mise en liberté, Prozo Adam Goubelinga a rejeté. La requête du président directeur du groupe L'Anecdote a été rejetée le jeudi 27 avril dernier par la Cour d'appel du centre à Yaoundé. Cette décision de la Cour d'appel intervient après 2 reports de l'examen de sa demande de mise en liberté sous caution. Après la décision du juge d'instruction de le mettre sous mandat de dépôt le 4 mars 2023 à la prison principale de Konengifu, complicité de torture par aide dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo. Les avocats de Pierre Amougou Belinga avaient riposté. Ils avaient notamment introduit une demande de mise en liberté sous caution à la Cour d'appel du centre. Nathalie Yamfi a annulé son passage sur Canal International. Invitée de l'émission En promenade avec, au cours de laquelle elle a fait plusieurs révélations sur sa carrière, sa vie privée, l'activiste sucio-camerounaise a décidé de bloquer la diffusion de la dite émission sur Canal International le 26 avril dernier pour des raisons de sécurité. Au cours de l'émission, Nathalie Yam a dévoilé les petites anecdotes de sa vie, de son recrutement au chantier MTN Cameroun, où elle occupait le poste de directeur des ressources humaines. Elle a aussi parlé de son combat pour la libération de l'Afrique. Elle n'a pas manqué de dénoncer les accusations de collision avec la Russie. Elle a surtout parlé de sa vie privée, de ses parents, de son fils et de ses amours. C'est la 3e fois qu'elle fait annuler une diffusion pour les mêmes raisons. Charles Blesquier porte plainte après avoir reçu des menaces de mort. La plainte datée du lundi dernier a été déposée par les avocats du directeur de publication du journal La Nouvelle auprès du commandant de la Légion de la gendarmerie du centre le mercredi 25 avril dernier. L'épée de Damoclès est sur la tête de Jacques Blaise Villiers et en croit ses avocats dans la plainte adressée au commandant. Le journaliste a reçu des menaces contre sa vie et de sa famille dans la journée du dimanche 23 avril à 13h59 d'un numéro inconnu.
Les avocats ajoutent que le journaliste et sa famille craignent de subir le même sort que celui de Martinez Zogo. Opération mode avion, Steve a dit privilégier d'abord ses intérêts. Mettre son téléphone en mode avion pendant des heures pour protester contre les tarifs des opérateurs de téléphonie mobile jugés excessifs par une majorité d'usagers sera sans doute sans Steve Fa. Il dira: faut que les choses soient claires. Je ne suis pas là pour défendre les causes dans ce pays, mes intérêts d'abord. Cette réponse crue a fait le tour des réseaux sociaux. Des internautes ont d'ailleurs commencé à signaler sa page et à se désabonner. Avant lui, d'autres célébrités ont goûté à la colère des aviateurs. À l'instar du rappeur Malox, il a perdu plus de 6000 abonnés en une heure. Il a estimé que le problème provient de l'agence de régulation des télécommunications et non des opérateurs. Mais les usagers en colère ont trouvé qu'il essayait de les mystifier et ont décidé de se désabonner de sa page Facebook. L'humoriste Moussi Charismatique, quant à lui, a perdu plus de 10 000 abonnés en près d'une heure. Il a traité les manifestants de Tintin et de lâche. Ses propos lui ont valu insultes et désabonnements. Alors, on va parler du mot d'annonce tout à l'heure. Restez en studio. Alors, allons-y au hit parade. Quel est le top 5 des émissions hebdomadaires les plus suivies sur Facebook? Pour le compte de la semaine allant du 17 au 23 avril 2023, Club d'élite est désormais maître de la semaine sur Facebook avec 14 000 vues. Il est suivi par Droit de réponse avec 6 100 vues. Equinox garde la 3e place avec Entretien, 3 800 vues. Et la 4e place revient à La Vérité en face, toujours sur Equinox avec 3 500 vues. On termine avec 7 hebdo sur STV avec 1900 vues. Allez, bon dimanche à toi, Diane. Bon dimanche à tous. Et la fin du travail, c'est demain. Mais on se retrouve ici à la radio. Bon dimanche, Diane. Bien, alors, le pôle AFI, les propos conclusifs en rapport avec la première thématique, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour rendre le travail décent, pour permettre justement les meilleures conditions de vie et de travail de l'ensemble des employés des secteurs publics, parapublics et privés? Je commence par vous. Je pense que c'est seulement pour le renouveau d'un travail au Cameroun. Il faut repartir avec les états généraux par secteur. Les états généraux de la communication, avec les pairs, qu'on fasse des propositions idoines et que les autorités regardent si cela est possible, qu'ils intègrent. Secteur par secteur. Parce qu'on le veut ou pas, on a l'impression aujourd'hui que le travailleur camerounais est abandonné à son triste sort. Et pour qu'on sorte de cet engrenage de sous-emploi, qui est en réalité l'informel, qui ne dit pas son nom, qui est la débrouillardise, et qui va avec tout ce que vous appelez aujourd'hui tricherie, etc. Vous payez un médecin, tout à l'heure il parlait, Prince parlait tout à l'heure de 10 000 francs, quelqu'un qui est formé. Mais il va voler les médicaments des malades. Il va, infirmier diplômé d'État. oui, ce que j'ai dit, il va prendre les médicaments par-ci, par-là, pour essayer de joindre les deux bouts. Vous prenez un enseignant qui est sorti des lycées là où il commence à enseigner. Vous dites, c'est normal qu'ils vendent les caramels et les bonbons aux enfants en classe et qu'ils commencent à donner les bonnes notes certainement à ceux qui achètent ces caramels et ces bonbons. Et ça se fait dans les salles de classe évidentes. Il est bien, je pense qu'il est indiqué qu'on fasse des états généraux pour faire l'état de la situation dans les différents secteurs. Ça peut nous prendre du temps, mais il faut passer par là. Et que le ministre du Travail, qui est le patron de tous les travailleurs au Cameroun, tienne compte de cela. Il peut mettre à la manette pour l'organisation de cet état de choses. Ça peut prendre le temps que ça prendra, mais pour vous sortir de là, que ce soit de manière consensuelle, et puis qu'on mette tout cela en batterie à travers les lois qui seront votées à l'Assemblée nationale. Et vous verrez que, ou pas, adoption par différents corps, vous verrez que la société s'en sentira mieux. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les patrons qui sont les patrons sont à l'excès. Ils sont dans l'embonpoint. Vous voyez, et puis les travailleurs sont abandonnés à eux-mêmes. Et surtout au Cameroun, la notion de grève est devenue une notion interdite. Parce que si vous osez, on vous coupe la tête. C'est vous qui devenez de la victimisation. J'ai déjà essayé bon, j'ai fait une révélation, ça m'a coûté. On est parti commencer à dire que c'est lui qui apporte ça dedans. Il a dit ceci, il a dit cela. Mais bien sûr, j'ai coupé. J'étais la mauvaise graine. Les gens disent, oui, nous sommes d'accord, on va. Mais après, c'est le patron qui t'a fait dire, monsieur, j'ai suivi que vous avez dit ça dans les couloirs, etc.
Le temps de dire non, je ne pense pas, on dit, bon, on envoie, écoute ce que tu as dit, on avait enregistré. Tu dis, mais bon, ce qu'on dit là, c'est vrai quand même, il faut revoir la situation. On vous dit, ben, si vous ne voulez pas, vous partez d'ici, vous le temps de dire qu'on dit, il faut partir, déjà, on ne veut plus de vous ici. Vous voyez, alors que vous demandiez, que vous travaillez pour le bonheur de tous, finalement, vous... Et là, ce sont vos propres collaborateurs qui vous ont... Bien sûr, avec qui nous parlons? Nous avons eu le même problème ça, dans le choses, média qui m'employait à l'époque. Oh, il y a certains noms que tu ne veux pas taire là et autres, enfin que je vais taire, autant pour moi. Mais vous tenez une réunion pour préparer, pour revendiquer vos conditions de travail. Vous les donnez à soumettre au patron. Mais on a tout enregistré, on passe par derrière, on va dire que non, voilà ce qu'ils entrevoient faire, ils veulent arrêter le travail, ils se désolidarisent. Parce que, bon, vraiment, c'est un sérieux problème. Maintenant, Serge aimait demander des solutions. Oui. Il faut que le gouvernement apprenne d'abord à respecter ses engagements. C'est-à-dire, et à mettre en œuvre les engagements pris au niveau international. Je crois que le monde du travail est régi par les tests internationaux de l'Organisation internationale du travail et le Cameroun a ratifié ces tests-là. Et il ne suffit pas d'aller à Genève, signer des documents et ne pas les appliquer. Non, ce n'est pas sérieux. Il faudra, parce que lorsque vous lisez les tests qui organisent de l'OIT, tout est clair là. Lorsqu'on parle par exemple du travail décent, il y a un ensemble de mesures à mettre sur pied. C'est un contenu. Alors, c'est un contenu. Mais pourquoi tous les jours, chaque année? C'est pas aujourd'hui que le ministre parle du travail décent. Il faut mettre en œuvre cela. Parce que vous savez très bien que la ratification, le processus de ratification d'un test, la ratification d'un test sur tout un processus. Parce qu'il y a d'abord l'étape de la signature. Quand vous signez, on vous donne encore un temps nécessaire avant la ratification. Quand on vous donne ce temps-là, c'est pour vous permettre d'évaluer, de voir si vous pouvez véritablement mettre en œuvre les engagements que vous êtes de vouloir prendre. Ou alors ce n'est pas en contradiction avec les lois et règlements de votre pays. Quand vous avez donc examiné tout cela, c'est là où vous revenez maintenant ratifier. Et quand vous avez ratifié un traité, un protocole, autre là, ça a un caractère obligatoire. Vous devez respecter. Il faut dire qu'il est supérieur aux lois nationales. Aux lois nationales, les lois supranationales, conformément aux dispositions de l'article 47 de la Constitution. Les lois supranationales. Mais on a l'impression que on signe des tests juste pour le plaisir de les signer. Il y a plusieurs domaines comme ça, où on a signé, on a ratifié des conventions, des traités, mais on n'arrive pas à implémenter. Non. Même si on dit qu'on ne peut pas implémenter tout au même moment même, qu'on voit au moins la volonté, qu'on sache qu'on a commencé à A, on est passé à B par la suite, on est passé à C. Que lors de la prochaine fête du travail, c'est-à-dire en 2024, qu'on dise que, ok, en 2023, nous étions à l'étape C. Nous avons mis en œuvre telle disposition de la convention, de l'OIT. Voilà. Et l'année prochaine, voici ce que nous entendons faire. Et on reviendra l'année prochaine, on va évaluer si c'était effectivement mis sur pied. Mais il faut cela, il faut respecter. Et moi, je maintiens ma position là-dessus. Il faut revoir le code du travail camerounais. Il faut le revoir absolument. C'est un impératif. Je ne sais pas pourquoi est-ce que depuis des années, on n'arrive pas à modifier ce code du travail-là. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui coince? Bon, généralement, ce sont les intérêts des patrons. Parce que le patronat a un lobby très fort. Ça, il faut le dire. Il a un lobby très fort. Et aujourd'hui, il manque une réelle volonté politique en la matière. Parce que une fois qu'il y aura une réelle volonté politique, je pense que même s'il y a des lobbies du patronat, autres là, ils vont faire passer, ils vont lever certains boucliers qui sont là actuellement. Si tu regardes dans l'histoire, c'est la dévaluation de 94 a fait du mal dans ce pays. Et surtout avec les plans d'ajustement structurel du FMI à l'époque. J'ai l'impression qu'au sorti, jusqu'aujourd'hui, l'État du Cameroun a envie du point d'achèvement et comment vous appelez ça encore? L'initiative pays pour endettés. Oui, quand c'est à partir de ça même. L'État du Cameroun ne s'est pas encore remis. J'ai dit de la dévaluation de 94 avec les différents plans d'ajustement structurel jusqu'aujourd'hui. Nous sommes d'accord, le niveau de rémunération. Oui, je comprends. Et à partir de là, vous comprenez que l'État du Cameroun a mal à revoir les choses en face. Ça veut dire que bon, nous sommes sortis de cette grande crise. Nous voici maintenant en train d'atteindre le bout du tunnel, comme disait le président de la République. Asseyons-nous pour faire l'évaluation. Mais bien sûr, on ne l'a pas fait. On dit asseyons-nous pour faire l'évaluation des choses. On ne l'a pas fait, on continue. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne s'est pas arrêté pour dire quelque chose. Et à peine on sort de là maintenant, que le FM nous dit que, mais attention, vous êtes encore dans le rouge maintenant. Vous vous demandez, mais à peine nous sortons du rouge, qu'on nous dit qu'on entre encore dans notre rouge, à quel moment? Donc c'est un problème
au niveau national. Si l'État refuse de regarder, les pouvoirs publics refusent de regarder le code, c'est un problème de rémunération des travailleurs. C'est un problème d'entrer dans cette réglementation. Il dit que bon, laissez aller à vous. Vous savez qu'on avait le FMI demande du Cameroun de, pas de déflater, mais de renvoyer, de faire démissionner un nombre impressionnant de fonctionnaires de la fonction publique. Le Cameroun a créé une notion extrêmement de la déflation. Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire qu'on rabaisse drastiquement les salaires des fonctionnaires, mais tout le monde reste en poste. Or, là, c'est une mesure politique. C'est le Cameroun qui a décidé comme ça. C'est une mesure politique. Bien sûr, pour dire aux institutions que non, on ne va pas renvoyer les fonctionnaires comme vous dites, mais on va baisser les salaires de manière conséquente. Avec la masse qui sera la nôtre, on va pouvoir distribuer, donner un peu à tout le monde. Et depuis que le salaire est tombé pour remonter, ça fait problème. Allez, il est 12h à Yaoundé. Mettez vos téléphones sur mode avion jusqu'à 14h, s'il vous plaît. Que ce soit la mise en onde ou bien ici en studio. Donc, allez, on y va donc. Ça nous permet d'aller directement vers le second sujet. Vous nous imposez d'entrer dans le... Juste pour rire. Allez, c'était une belle transition pour le second sujet en rapport avec cette pièce de qualité au fait par les sociétés téléphoniques mobiles. Alors, Prince Mondo, vous êtes leader du mouvement des consommateurs. Mais vous n'avez pas été dûment invité à la consultation qui a eu lieu il y a quelques jours. Consultation organisée par la ministre des Télécommunications. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi aujourd'hui on a l'impression qu'on vous décrète systématiquement alors que vous devez avoir votre mot à dire par rapport à cette éducation de service? Non, merci de poser le problème. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure du respect des tests de leur implémentation. Parce qu'il faut le dire, le Cameroun est partie prenante des principes directeurs des Nations Unies portant protection des consommateurs. Le Cameroun a une loi cadre portant protection des consommateurs qui consacre vraiment la participation des représentants des consommateurs dans les instances de prise de décision. Mais on a l'impression que on crée des tests, on adopte les tests juste pour le plaisir de les adopter. On ne les suit pas. Il y a un problème d'application de ces tests-là. Nous tous, vous avez constaté, parce que le mouvement, on sait que ce sont les consommateurs qui traduisent leur mal-être. Parce qu'il faut dire qu'en matière de protection des consommateurs, le boycott, c'est le sommet. C'est le sommet. C'est comme l'arrêt du travail chez les travailleurs. Parce que nous ne grèvons pas parce que les consommateurs ne grèvent pas, mais ils boycottent plutôt. C'est-à-dire la grève, le pendant de la grève, c'est le boycott. Il faut le comprendre ainsi. Nous avons décidé de boycotter les services. Et là, c'est un ras-le-bol. Parce que, et quand on arrive déjà à ce niveau-là, vous-même vous savez, au niveau du monde du travail, quand on vient à gréver, c'est qu'on a suivi un certain nombre d'étapes. On a régulièrement posé le problème, mais il n'y a pas eu de solution. Maintenant, les consommateurs manifestent. On se rend compte que Madame le ministre, par enchantement, convoque les opérateurs et les régulateurs. Ils se retrouvent autour d'une table en excluant ceux-mêmes qui ont exprimé leur mal-être. Bon, on a pris l'habitude, dans plusieurs secteurs, on a pris l'habitude de décider à la place des gens sans eux. C'est-à-dire parce qu'on pense qu'on réfléchit à leur place, qu'on connaît mieux leurs préoccupations qu'eux-mêmes. Et c'est pour ça que plusieurs politiques de développement échouent. Parce que vous ne pensez pas, ne restez pas dans vos bureaux et vous pensez que peut-être dans mon village, c'est un point d'eau qui est important pour les populations de ce village-là. Vous leur apportez un point d'eau alors que peut-être les gens ont besoin d'une école. Il faut d'abord aller à la base, écouter. Écoutez, quel est votre besoin, quelles sont vos préoccupations. C'est en fonction de cela que vous allez formuler vos propositions. Moi, lorsque j'ai vu, nous avons essayé d'attirer l'attention de Madame le ministre sur la nécessité de nous convier. Et qu'est-ce qu'elle a dit de manière concrète? Bon, ce qu'elle a dit, nous n'avons pas, en fait, elle n'a pas été réceptive par rapport à la préoccupation, puisque nous n'avons pas pris part aux consultations. Alors que c'est un mouvement d'envergure. Je ne pense pas que depuis qu'elle est ministre des Postes et Télécommunications, qu'il y ait déjà eu ce genre de mouvement dans notre pays. Ça devrait l'interpeller. Ça devrait lui faire comprendre qu'il y a un malaise général et qu'il était nécessaire d'organiser. S'il fallait organiser une rencontre, elle devrait être inclusive. Toutes les parties prenantes. En matière de consommation, c'est 3 parties.
vous avez le gouvernement, le secteur privé et la société civile, et puis soit les consommateurs eux-mêmes ou alors leurs représentants. Voilà les trois parties prenantes. On saurait parler des problèmes de consommation en excluant une partie, parce que chacun a ses préoccupations. Nous, on se serait attendu à ce qu'il y ait vraiment autour de la table toutes les parties prenantes, que nous venions nous-mêmes exprimer nos préoccupations de vive voix. Parce que vous savez qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas exprimer par écrit, ou alors que vous exprimez mal. Mais lorsque vous êtes assis autour d'une table, ou alors c'est mal lu et mal compris. Alors que lorsque vous êtes autour d'une table, vous avez la possibilité de vous exprimer véritablement et de vous faire mieux comprendre. Mais cette démarche n'a pas été faite. C'est pour ça que nous avons condamné, et nous continuons à le condamner, cette démarche de Madame le ministre des Postes et Télécommunications. Et nous avons l'impression qu'elle n'a pas la volonté de vouloir résoudre le problème. Elle n'a pas la volonté de vouloir résoudre le problème. La preuve, depuis vous voyez la levée de bouclier qu'il y a depuis cette constatation. Est-ce que l'opération s'est arrêtée? Non. Le mouvement consumériste est en train de s'organiser davantage pour mieux, pour faire entendre la voix des consommateurs. Comme Madame le ministre ne juge pas nécessaire de s'asseoir autour d'une table avec les leaders, ou alors les consommateurs eux-mêmes, vraiment, bon, de toute façon, le mouvement, il est en train de se construire. Il est en train de se construire, vraiment dans la dynamique citoyenne, hein, parce que nous n'allons pas dans la rue et tout le reste là, mais le consommateur use des droits qui sont reconnus par les tests, par la loi et autres là pour pouvoir se faire entendre. Et là, nous n'allons pas lâcher, il faut le dire, parce que il y a un malaise général. Vous êtes tous consommateurs, nous sommes tous consommateurs dans ce studio. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi nous qui soit vraiment satisfait de la qualité du service fourni par les opérateurs dans le secteur des communications électroniques de manière globale. Il n'y a aucune satisfaction. Et c'est depuis des années que nous déplorons ces problèmes. D'année en année, la situation ne fait que s'enliser. On n'a pas l'impression qu'il y a vraiment des mesures qui sont prises. Quand Madame le ministre prend fonction, quand elle est nouvellement nommée dans ce département ministériel, je crois qu'elle avait fait réaliser un outil du secteur qui lui a permis de comprendre les véritables problèmes. Nous avons applaudi cette démarche et nous avons dit voilà, enfin nous allons sortir de ce bourbier dans lequel nous nous trouvons. Mais des années plus tard, elle est là, ça fait combien d'années déjà? Non. On n'a pas l'impression. Voilà, on n'a pas l'impression que les choses évoluent favorablement. C'est plutôt les mêmes qualités parce que en termes de couverture réseau, moi, nous, les axes que nous fréquentons habituellement, même ici à Yaoundé, moi, il y a des zones ici à Yaoundé où, je parle bien de Yaoundé, on parlera d'un problème de faisceau et autres là, où vous n'avez pas de réseau. Nous qui fréquentons, je suis à Yaoundé, ça fait une vingtaine d'années, je connais déjà, c'est-à-dire quand j'arrive à cet endroit, je sais que je n'ai pas de connexion. Quand je suis en communication, directement ça se coupe parce qu'il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de la couverture du réseau à ce niveau. Je parle de la ville de Yaoundé, pour ne pas aller dans les périphéries. Et ça fait des années. Il n'y a pas de changement. Or, le seul indicateur d'un changement pourrait être que ces zones non couvertes, quand j'arrive là désormais, j'ai le réseau. Dans la ville de Yaoundé. Non, il y a autant pas mal de problèmes comme ça. On vous parle des problèmes des coûts. Je ne sais pas si j'ai même Bicor, si vous connaissez, vous pouvez me dire à combien s'élève quel est le tarif en vigueur en matière de communication, des appels d'un opérateur à un autre. Non. Il y a un flou artistique qui est là. On vous embrouille avec les jeux promotionnels pour question de vous amener à consommer davantage et à ne pas percevoir. Parce que ces jeux promotionnels là, ça a un coût et ça doit être réglementé. Est-ce que le régulateur les suit normalement? Parce qu'il y a une réglementation, une décision de l'ancien directeur général de l'AET qui demandait de soumettre automatiquement, préalablement, ces activités promotionnelles à son ascension, à sa ascension, autant pour moi, avant d'être opérationnalisé. Mais on n'a pas cette impression-là. On n'a pas cette impression. Le coût aujourd'hui, lorsque vous comparez les mêmes opérateurs, les coûts, 1 giga ici, lorsque je prends, il y a un opérateur qui vous donne pour 1000 francs, vous avez 2,4 gigas. Mais avec les 2 gigas et autres ailleurs, c'est 100 francs. Le même opérateur. Comment expliquer cela?
Hein? Vous voyez, c'est-à-dire, on veut 10 fois plus. C'est 100 fois plus. Oui. Hein? C'est 10 fois plus. C'est pas normal. C'est pas normal. On pouvait comprendre qu'au début, que les coûts soient élevés parce qu'il y avait des investissements à réaliser, des investissements importants qu'il fallait réaliser. Mais à un moment donné, il y avait une décision qui avait été prise de mutualiser. On avait demandé à ces opérateurs de se mettre ensemble. Là où il faut par exemple mettre un pylône, ils pouvaient mutualiser leurs ressources, ils mettent ensemble un pylône. C'est-à-dire si un pylône te revient à 75 millions de francs CFA, tu t'attaches les services de ton concurrent, vous mettez ensemble ce pylône-là et puis chacun met son antenne ou son émetteur. Là, ça réduit les coûts considérablement. Parce que vous, ça ne sert à rien qu'en Vombi, vous ayez quelqu'un mettre un pylône, en fait, qu'il y ait 2 pylônes, alors qu'il suffisait d'avoir un seul pylône et puis des émetteurs différents. Puisqu'aujourd'hui, personne ne prend la clientèle de l'autre, hein, le constat que nous avons fait. Parce que chaque Camerounais a au moins 2 lignes. Ça veut dire que si vous mettez ensemble, vous mettez vos pylônes là, chaque opérateur, vous aurez toujours votre part de marché. On avait demandé de mutualiser ces coûts-là. Mais on n'a pas l'impression que les coûts ont véritablement baissé. C'est toujours les mêmes problèmes. Aujourd'hui, pour avoir votre correspondant au bout du fil, vous devez faire au moins 2 tentatives. Et entre-temps, vous voyez que le compteur marque. C'est-à-dire, vous raccrochez, la personne décroche, mais tu n'entends pas ce que la personne, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas communiquer. Oui. Tu es obligé de raccrocher et de relancer. Entre-temps, tu as déjà consommé. C'est-à-dire, on a imputé de l'argent pour un service non rendu, en réalité. Nous avons le problème de double taxation de cette transfert et autres là. Pourquoi est-ce que je vais envoyer 100 francs à ma mère au village? Quand j'envoie, je fais le dépôt, je dois payer la taxe là-dessus. Quand elle doit retirer, elle aussi elle doit payer la taxe là-dessus. Double taxation, c'est le même argent, ce sont les mêmes 100 francs. C'est pas notre argent. Pourquoi est-ce qu'on devrait sortir de ce système de pétrole? Parce que c'est là le problème. Vous voyez que le coût du pétrole est assez élevé parce qu'il y a assez de taxes qui se multiplient là et autres là. Voilà par exemple quelques problèmes que nous soulevons. Vous avez cette histoire de transfert, les comptes mobiles et autres là. Oui. Les consommateurs continuent à être, leurs comptes continuent à être siphonnés aujourd'hui par les cybercriminels. Pourquoi? C'est lié à la différence du système. C'est chez Mebicon, vous avez votre compte bancaire, vous y avez mis de l'argent. Et puis du jour au lendemain, quand vous dites que votre argent n'existe plus, qu'il y a quelqu'un qui est entré dans le système, il a pris votre argent, c'est un sérieux problème. Ils sont nombreux comme ça. Moi, j'ai quelqu'un qui a failli faire un AVC là récemment, parce que quelqu'un a perdu, justement, on a siphonné comme ça, 500 000. Mais vous tombez de nu. Vous savez que vous avez votre argent, l'argent est dans votre compte. Mais après, on vous dit que l'argent a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Qu'est-ce qui s'est passé? Le système est défaillant. Et on a l'impression que le verre est dans le fruit. Parce que regardez à quel moment ces opérateurs, enfin ces cybercriminels opèrent. Quand votre compte est suffisamment sollicité ou très mouvementé, quand vous recevez régulièrement, c'est-à-dire, et parfois aussi des fortes sommes, c'est là où ils vous interpellent. J'en ai fait l'expérience moi-même. Pendant que vous êtes, c'est-à-dire quand votre compte n'est pas crédité là, il n'est pas trop en mouvement, non, vous êtes tranquille. Mais une fois recevez une forte somme d'argent, ils sont directement au courant. Comment sont-ils au courant? Si ce n'est pas l'action des complices qui seraient dans la maison pour leur dire voilà, tel mouvement, il y a tel qui vient de recevoir et autres là, tu peux opérer à ce niveau. Donc voilà autant de problèmes que nous créons. Il y a le problème de coût, il y a ce problème de service et nous demandons qu'il y ait vraiment des améliorations à ce niveau. D'accord. Alors, cette semaine, du 12 à 14 heures, plusieurs Camerounais ont mis leur téléphone en avion afin de revendiquer la baisse des tarifs et une meilleure qualité de service. Alors, je vous dis, quel problème concret pouvez-vous en matière